Ouais. Eh ben, oui, oui, on peut commencer. Claude, je te propose donc d'introduire sur les jeudis de développement local le thème qui nous réunit aujourd'hui, la coopération interterritoriale. Je présenterai ensuite rapidement le déroulé. Donc, merci à tous ceux qui sont déjà présents et puis on accueillera éventuellement d'autres participants en cours de route. Je voulais simplement vous saluer toutes et tous en vous rappelant que ce webinaire, comme on dit aujourd'hui, c'est cette rencontre un peu virtuelle, mais par écran interposé, c'est la suite de ce qu'on a lancé sur une idée d'ailleurs de Stéphane, qui est là avec nous, Stéphane Loukhanov, qui nous a fait cette suggestion en tout début de période de confinement, qui nous a interpellés en nous disant est-ce qu'il ne faut pas profiter de la période pour essayer de renouer des contacts avec un certain nombre de personnes qui vont être isolées pendant cette période bon, permettre d'organiser des échanges et de valoriser un peu le travail collectif à partir des expériences de chacun. Donc, ça nous a permis de lancer cette expérience dès le mois de mars, je crois. On a commencé avec les jeudis du confinement local, qui ont eu un certain succès sur différents thèmes, y compris celui de l'utilisation des nouveaux outils de travail, comme le télétravail et bien sûr les visioconférences. Et bon, on a essayé de voir un peu en quoi ça modifiait notre rapport aux uns et aux autres et à notre environnement professionnel et personnel, on rentre chez les uns et chez les autres par ces outils. Ça modifie quand même pas mal de choses. Donc voilà. Et puis ensuite, on a développé tous les 15 jours différents thèmes de travaux qui ont permis de rassembler un certain nombre de personnes dites se référant intéressées par en fait le mouvement du développement local. Donc ce qui a été aussi intéressant dans l'expérience, et je ne vais pas être très long là-dessus parce que c'est quand même une expérience de coopération un peu nouvelle aussi, enfin en tout cas qui a été relancée avec un certain nombre de partenaires de nos réseaux régionaux, enfin réseau de l'UNADEL ou pas d'ailleurs, des réseaux proches de la réflexion touchant au développement local. Donc ces jeudis ont été organisés conjointement avec Cap Plural, qui est en Auvergne-Rhône-Alpes, avec Citoyens Territoire Grand Est pour la région Est, avec Territoire et Citoyens en Occitanie et avec l'ARDL PACA en Provence-Alpes-Côte d'Azur et également un tout petit peu en fonction de la disponibilité de la directrice avec PQNA, donc quartier et ville de Nouvelle-Aquitaine. Donc voilà, ça nous a permis de consolider un certain nombre de liens ou de renouer des liens avec les uns les autres et c'est déjà un premier. Je pense qu'on a des bruits parasites. Bon, voilà, donc c'est un premier acquis des jeudis du confinement local. On a suivi l'actualité. À partir du mois de mai, ils se sont transformés en jeudi du déconfinement. Et puis, on a fait le pari qu'on sortirait un jour de cette période compliquée, singulière, liée à la maladie et au Covid, pour renouer avec nos fondamentaux du développement local. Et donc, on a pris l'option, à partir de cette rentrée, de substituer à ces jeudis du confinement puis du déconfinement, les jeudis du développement local, avec un rythme un peu moins soutenu, parce qu'il faut quand même reconnaître aussi que c'est du temps de travail, d'organisation, de préparation. Et puis, il faudrait qu'on puisse aussi valoriser mieux les contenus. Donc, on souhaiterait pouvoir renforcer la capitalisation de ces échanges que nous tenons régulièrement avec vous. Et donc, à partir de cette rentrée, ce seront les jeudis du développement local qui auront lieu une fois par mois. Et je crois le troisième jeudi du mois, si je me souviens bien. Donc, on relira peut-être ça à la fin avec des précisions sur les prochaines dates et les prochains thèmes. Aujourd'hui, c'est celui de la coopération interterritoriale. Je ne vais pas être très, très long là-dessus, puisque ça va être notre sujet. Vous avez tous une expérience ou pas de ces coopérations interterritoriales. Ce qui est clair, en réfléchissant un tout petit peu 2 minutes, je me disais que pour les plus anciens d'entre nous, on a des références à la coopération
qui sont compliquées parce que ça a d'abord été la compétition entre les villages, entre les quartiers, entre les clochers. On a tous vécu ça sur des terrains de foot ou ailleurs ou à la sortie de l'école. Certains ont même connu le baston comme ça entre les villages, etc. C'est comme ça qu'on s'affirmait. On a toujours considéré, un peu comme Bourdieu le disait, que dans une certaine forme de distinction, il fallait pouvoir considérer qu'on était meilleur que son voisin et que le voisin était forcément pire que nous. Donc on est baigné dans cette culture-là et en même temps on était dans une culture judéo-chrétienne où on devait s'aimer les uns les autres. Donc on sait très bien que c'est cette contradiction-là, on l'a incarnée, on l'a vécue, on l'a ressentie et quelque part l'avènement du capitalisme et des nouveaux modèles de développement économique avec la mondialisation de l'économie ont accentué tout ça, ça a accentué un peu la rivalité et la compétition entre les hommes et entre les organisations, entre les pays, bon, et pour finir par normaliser tout cela grâce au marché. Bon, ou à cause du marché, ou malheureusement à cause du marché. Bon, voilà, donc cette coopération interterritoriale, elle ne va donc pas de soi. Ensuite, ce que je voulais peut-être dire aussi en introduction, c'est que on a un modèle démocratique en France qui est très particulier puisqu'il s'appuie sur une organisation communale, sur des périmètres, sur des découpages. Bon, je ne vais pas refaire l'historique parce que ce serait trop long et vous le connaissez, mais très clairement aussi, on est quand même depuis les 30 dernières années, je dirais même les 20 dernières années, 30 dernières années, on est quand même dans un mouvement qui a pris corps au niveau de notre organisation républicaine et qui a fait que quand même progressivement, la République n'était plus seulement unique dans son organisation territoriale. On a fait le pari de la décentralisation, on a fait le pari des regroupements communaux et intercommunaux, et de fait, le fait intercommunal, notamment, s'est affirmé en fin de 21e siècle, puisque maintenant toutes les communes sont dans une intercommunalité. Pour autant, on sent bien qu'aujourd'hui, il y a des effets un peu de balancier et de retour, bon, en tout cas de volonté de retrouver une existence, une identité par rapport à ses voisins, et notamment une réaffirmation du rôle de la commune, qui est entre autres portée un peu par le mouvement des nouvelles ruralités, mais beaucoup par l'Association des maires ruraux de France. Et on sent très bien au cours des derniers mois encore combien tout cela a traversé un petit peu notre réflexion politique au sein du pays. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve que quelque part, le gouvernement a entendu un peu tout ça, puisqu'il vient de nommer un ministre de la ruralité récemment. Et donc, c'est sans doute aussi dans ce contexte-là. Mais en même temps, et je ne sais pas si tout le monde l'a repéré, on a un ministre chargé des relations avec le Parlement qui est aussi chargé de la participation citoyenne. Donc, c'est un autre signe qui est donné. Est-ce que ça va dans le bon sens? On n'en sait rien. En tout cas, ce n'est pas un ministre de la coopération interterritoriale, mais on a un ministre de la cohésion territoriale. Donc, quelque part, au niveau du vocabulaire, en tout cas, il y a des choses qui ont été posées. Elles ne traduisent pas forcément toujours une évolution forte dans le travail qui peut s'opérer, mais tout de même, il y a une réalité qu'aujourd'hui, on est quand même un peu moins dans cet esprit de compétition entre territoires où on se battait sur l'accueil des entreprises plutôt chez soi que chez le voisin, etc. Aujourd'hui, on commence à développer quand même des approches plus interterritoriales. Alors, je termine juste en disant que l'UNADEL a l'an dernier fait un certain nombre d'écoutes sur ces questions de rapport entre territoires. On a produit un petit document, je pense que Valérian et d'autres en parleront, sur la coopération interterritoriale en action. J'étais hier avec Rémi, qui est ici aussi ce matin, à l'Agence nationale de la cohésion des territoires, où on a encore évoqué très très fortement cette thématique de la coopération, de la réciprocité entre les territoires, où donc, visiblement c'est quelque chose qui est en train de traverser, enfin qui traverse de plus en plus un peu les préoccupations des uns et des autres. Quelque part, on a des enjeux qui nous sont posés sur le plan économique, sur le plan de l'alimentation, sur le plan de la santé, sur le plan de différents, enfin de tout ce qui touche à la vie des gens, et sur le plan de la transition écologique et de réchauffement climatique, qui nous oblige aujourd'hui à développer des coopérations pour faire face à ces enjeux. Si on ne le fait pas, je pense qu'on va louper le coche, et on risque de ne pas être au rendez-vous qui nous sont fixés par tous ces enjeux
sociétaux et vitaux, je dirais. Donc voilà, c'est un peu de tout cela qu'on veut parler ce matin. Et donc, je vais vous laisser la parole parce que je pense que j'ai déjà largement pris trop de temps pour introduire l'échange, sachant qu'au-delà de ce que Valérian et d'autres ont préparé et ce qui va nous être résumé par lui, tout de suite dans le déroulé, je pense que chacun d'entre vous a sa propre expérience et sa propre réflexion et qu'elle peut contribuer à constituer un corpus commun et à nous faire avancer dans notre propre réflexion sur le terrain comme dans nos lieux de recherche. Merci à tous. Merci Claude pour cette introduction. Pour poursuivre très rapidement, on va commencer par une petite phase de présentation de deux expériences de coopération interterritoriale, s'appuyant ou résultant sur un contrat de réciprocité. Donc, ça sera voilà, une première phase un peu de transmission d'informations. Pendant ce moment-là, n'hésitez pas à échanger dans le chat ou à poser des questions dans le chat. Il y aura un petit temps d'échange sur des questions de compréhension à l'issue de ces deux présentations de Stéphane Loukianov et d'Aurélie Ravier. Et ensuite, on échangera plus largement en fait, sur ce qui nous intéresse, en tout cas nous à l'UNADEL, mais sans doute vous aussi, c'est pour ça que vous êtes là. La question des ressorts de la coopération interterritoriale, qu'est-ce qui va venir bloquer ces dynamiques-là, les renforcer, faire levier. Et donc, on aura là l'occasion d'échanger tous ensemble. On est 22, bientôt 23, donc ça facilitera les échanges. Et on finira sur quelques débats un peu provocateurs pour justement nous faire aller plus loin dans nos réflexions. Sans plus tarder, Aurélie Ravier, je te propose de commencer. Je ne te présente pas, je te laisse le faire. Voilà. Donc, Aurélie Ravier, je travaille à l'agence d'urbanisme de l'agglomération de Tours, où je travaille à la fois sur l'observation des dynamiques de territoire, des pratiques des habitants, tout ça au service de l'élaboration et la mise en œuvre. Donc, je suis beaucoup dans l'accompagnement des élus et des collectivités, que ce soit sur des projets de territoire ou des politiques plus sectorielles, par exemple, sur des questions d'habitat. Et donc, j'ai en charge la coordination des contrats de réciprocité qui se passent en Touraine. Et dont je vais essayer de vous raconter un petit peu l'histoire, alors assez succinctement. Donc, si vous avez besoin de quelques points de compréhension complémentaires, on le fera à l'issue. Et puis sinon, on pourra échanger plus longuement dans les questions-réponses par la suite. Donc, vous disiez en introduction la question vous parliez du fait intercommunal et de la question des coopérations. En Touraine, on part pour le coup d'assez loin. Le fait intercommunal est assez récent, y compris ce qui est aujourd'hui la métropole de Tours s'est mise en place dans les années 2000, plutôt contrainte et forcée, et sur un socle minimal de compétences communes. Et c'est un peu pareil dans les autres intercommunalités d'Indre-et-Loire. Quant à parler de coopération entre les territoires, on est encore plus loin. Ce qui fait changer la donne, excusez-moi, je vais essayer que ça fonctionne. Voilà. C'est le souhait de l'agglomération tourangelle de saisir l'opportunité de pouvoir changer de statut et de passer métropole. Du coup, au moment où il a fallu élaborer un dossier pour plaider la cause, puisqu'on fait partie de la deuxième vague des métropoles, et donc il fallait argumenter. On a construit, puisque c'est l'agence d'urbanisme qui a accompagné la métropole là-dedans, les élus ont souhaité que ce changement s'appuie sur le fait que la métropole, c'est au service de l'agglomération et donc de l'intercommunalité, bien sûr de ses communes membres,
et au-delà que ça serve la Touraine. Et donc que la captation de financement notamment puisse être redispatchée ailleurs en Touraine. Ça, c'était dans l'hypothèse où il y aurait eu un pacte avec des financements associés, ce qui aujourd'hui pas le cas, mais il y a d'autres choses qui se font. J'y reviendrai tout à l'heure. Donc, il y a eu des temps d'échange nombreux et on a posé un dossier de candidature au changement de statut dans lequel les intercommunalités d'Indre-et-Loire et le conseil départemental avaient fait un courrier de soutien pour le changement de statut de la métropole. Et donc, assez naturellement, dès l'instant où l'agglomération tourangelle est devenue métropole, ça c'est mars 2017, le président de la métropole de Tours réunit l'ensemble des présidents d'intercommunalités d'Indre-et-Loire. On est en avril, donc on est 15 jours après que le ministre ait apporté le décret de création de la métropole. Et ils se réunissent pourquoi? Pour identifier les sujets sur lesquels ils souhaiteraient travailler ensemble, enfin sur lesquels il y a un intérêt à ce qu'il y ait des échanges qui se passent entre les intercommunalités. Du coup, ensuite, s'ensuit une année de travail, à la fois avec les élus et les techniciens des intercommunalités pour à la fois préciser ces sujets communs, voilà, quels sont les axes de coopération qu'on va pouvoir travailler ensemble, et puis les formaliser. Voilà. Et donc, voilà, moyennant les validations et les allers-retours qu'il y a, on arrive à une formalisation qui est finalisée deuxième semestre 2018. En fait, les contrats ils sont prêts. Le temps qui passe dans toutes les instances délibératives, ils seront finalisés au mois de décembre. Et donc, il y a une signature commune. Vous avez à l'écran l'ensemble des présidents d'intercommunalités d'Indre-et-Loire, ainsi que la préfète du département, puisqu'il y a eu une cérémonie commune, puisque le parti qui a été pris, c'est la question du systématisme. C'est-à-dire que la métropole a dit on souhaite travailler et que notre statut rayonne et serve à l'ensemble du territoire. Et c'est l'ensemble de ceux qui veulent venir travailler avec nous qui sont les bienvenus. Et donc, on a, en Indre-et-Loire, il y a 11 intercommunalités, dont la métropole. Et donc, il y a 10 contrats, puisque c'est des contrats bilatéraux entre la métropole et chacune des intercommunalités d'Indre-et-Loire. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ces contrats? Je vais revenir sur la structure, parce que je pense que c'est important. Là aussi, on a essayé d'avoir un certain systématisme et d'essayer de monter un peu en généralité. Déjà, ce sur quoi ça porte sur ce que les présidents d'intercommunalité ont identifié. Donc, c'est assez vaste. Hein, la question des mobilités, du tourisme, de l'agriculture et de l'alimentation, la question du développement économique, la question des déchets, de l'énergie, et puis vous avez Tours-Loire-Vallée qui est la question de la stratégie d'attractivité commune. Et vous avez en filigrane en dessous des questions plutôt d'équipement, alors sport, culture et santé, qui ont été identifiées par quelques intercommunalités, puisque le principe a été de dire, voilà, il y a ce qu'on fait en commun, et puis il y a une adaptation à chacun des territoires, bien évidemment, en fonction des besoins et des envies de chacun. Donc voilà, l'essentiel des sujets communs qu'on travaille, c'est ce que vous avez en gros dans le cercle. Voilà, et ce qui n'empêche pas des échanges ponctuels sur d'autres sujets. Alors, le contrat en tant que tel, la forme qu'il prend, c'est un petit document qui fait 10 à 15 pages, qui est en deux parties. Un accord collectif, et donc on a travaillé et assez plaidé pour ça, c'est-à-dire le fait de dire, voilà, il y a des règles, pourquoi on y va ensemble et tous ensemble, c'est ce qu'on a appelé le projet interterritorial. Quelles sont les modalités du contrat, mais ça, de la même façon qu'on peut retrouver dans tout type de contrat, de quoi ça parle et jusqu'où ça va dans le règlement des choses. Et puis, il y a des engagements communs, c'est-à-dire qu'on signe collectivement ce contrat, ça veut dire que les uns et les autres, on s'engage, par exemple, à mettre du temps d'agent pour contribuer à l'avancée des actions, etc. Et puis, on s'engage aussi sur des postures communes de respect mutuel, etc. C'est un peu ça qu'il y a là-dessous. Et puis, il y a une deuxième partie
ce qui est particulier, donc ce qui est bilatéral entre la métropole et la communauté de communes concernée. Et là encore, vous avez un tronc commun à l'ensemble des EPCI, c'est-à-dire que dans ce qu'on appelait les synergies bilatérales, on passe en revue l'ensemble des thématiques que je vous ai évoquées avant. Alors, passer en revue, ça ne veut pas dire que toutes les communautés de communes disent des choses sur chaque sujet. Des fois, elles disent rien. Mais il n'empêche que la stratégie ou les orientations communes à l'ensemble des EPCI sont reprises dans tous les contrats. Et donc, pour chacun des thèmes, il y a un tronc commun à l'ensemble des EPCI qui sont un peu les orientations générales. Et puis après, il y a un bloc spécifique à la communauté de communes qui dit « moi, j'y vais parce que ça m'intéresse ». Un peu, beaucoup, pas du tout. Et puis, qu'est-ce que je peux apporter ou qu'est-ce que j'ai besoin sur ce sujet particulier. Ces contrats, ils sont établis sur 3 ans et la façon dont ils s'organisent, c'est la suivante, c'est-à-dire qu'en matière de gouvernance, l'instance décisionnelle, c'est ce qu'on appelle la conférence des présidents. Donc, une fois par an, l'année 2020 étant un peu à part, mais ça c'est comme partout ailleurs, on fait avec les questions de confinement et les échéances électorales qui ont été un peu bouleversées dans leur tenue. Il y a normalement une conférence des présidents une fois par an, alors qui est traditionnellement au mois de juin, mais voilà, et qui est un vrai temps de travail où ils consacrent 2-3 heures, plus un déjeuner ensemble en général. Donc, ils consacrent une bonne demi-journée à la question des contrats de réciprocité et où ils effectuent des arbitrages par rapport aux groupes de travail qui auront pu avoir lieu avant. Puisque le principe, c'est que chaque thème est un peu, on va dire, en autonomie, c'est-à-dire que chacun avance à son rythme et sur les actions qui lui semblent opportunes, et qu'après, il y a des arbitrages réguliers de la conférence des présidents pour orienter ou valider un budget, etc. Donc, il y a cette conférence des présidents qui est l'instance décisionnelle la plus forte. Et puis, il y a en préparation de ça, et sur des sujets un peu plus courants, l'ensemble des directeurs généraux de services des intercommunalités d'Indre-et-Loire qu'on réunit 2 à 3 fois par an pour préparer la conférence des présidents et puis effectuer des petits arbitrages sur les sujets qu'il peut y avoir en cours d'année. Voilà. Les groupes thématiques, donc je vous en parlais, c'est ça en fait le cœur du réacteur des contrats de réciprocité, c'est des réunions par thème. Donc les thèmes, c'est les 6-7 grands sujets que je vous ai évoqués tout à l'heure. La participation est libre, elle est mixte, élus, techniciens et éventuellement acteurs socio-économiques en fonction des sujets et des besoins. Et chacun a une vie autonome en fonction des thèmes et des appétences. Par exemple, projet alimentaire, ils se réunissent 2 fois par an jusqu'à présent. Tourisme, ils se sont réunis 8 fois. Donc, chacun avance un petit peu en son rythme en fonction des besoins et du temps que chacun peut y accorder. Pour vous donner une idée, l'année 2019, c'est près de 20 réunions sur l'ensemble des 7 thématiques que je vous ai évoquées et 150 personnes différentes qui se mobilisent en Touraine sur la question des contrats de réciprocité et donc sur sa mise en action, puisque le rôle des groupes thématiques, c'est de décliner en action concrète les orientations qui ont été définies dans les contrats. Je vais vous donner quelques exemples. Sur le fonctionnement, parce que je pense qu'aussi, c'est peut-être pas anodin, mais on aura l'occasion d'y revenir, l'animation et la coordination sont assurées par l'agence d'urbanisme, c'est-à-dire que la métropole, au départ, a fait le choix d'externaliser, parce qu'il n'y avait pas de service dédié en interne pour travailler sur ce sujet-là, et d'extérioriser à un tiers une question de relation interterritoriale qui n'allait pas forcément de soi. Et l'ensemble des acteurs est plutôt content que ça se passe comme ça, donc je pense qu'on est plutôt parti pour que ça dure. Donc nous, on organise l'ensemble des temps d'échange, on apporte du fond, et puis moi je coordonne l'ensemble, donc je m'assure que l'ensemble des sujets avancent. J'échange avec les DGS et les présidents d'intercommunalité, et puis voilà, on fait un suivi des actions. Il n'empêche que ce n'est pas nous qui pilotons forcément les groupes thématiques, c'est-à-dire que sur le principe, c'est plutôt des intercommunalités, on est plutôt en appui technique, et les intercommunalités, qui ne sont pas forcément les mêmes en fonction des sujets, s'occupent de piloter un peu le groupe, donc
y compris de retranscrire les échanges à la conférence des présidents. Je vous ai mis une slide par thématique pour vous donner des exemples d'actions. Je ne vais pas toutes les détailler, mais c'est pour vous montrer un petit peu l'esprit de ce qui est travaillé. On est plutôt dans l'esprit d'action pratico-pratique, puisqu'on est sur une première génération de contrats dans un territoire où il n'y avait pas forcément beaucoup d'échanges déjà sur le fait interterritorial. Voilà, on est sur des points particuliers, plutôt sur une entrée de comment la coopération interterritoriale, elle permet d'améliorer le quotidien des habitants, partant du principe qu'on est dans un territoire où l'agglomération Tourangelle, par exemple, polarise beaucoup d'emplois, d'équipements de santé, etc. Et donc, comment on joue la facilité d'accès, par exemple, aux équipements, où on facilite le développement, le ruissellement sur la question du développement économique. Valérian, je te laisse me dire s'il faut que j'aille un peu plus vite. Mais Si tu peux, il te reste 5 minutes. Ok, ça marche. Donc, quelques exemples, je ne rentre pas dans le détail, on pourra rééchanger, y compris en dehors de cette scène, si vous le souhaitez. La question des déchets, par exemple, l'acte un peu symbolique des contrats de réciprocité, c'est de dire n'importe quel habitant d'Indre-et-Loire peut accéder à n'importe quelle déchetterie sur le territoire. Et donc, il y a une carte d'accès commune, ce qui suppose qu'il y a des badges communs à l'entrée de chaque déchetterie. Il y avait depuis longtemps un syndicat des déchets en Touraine, qui avait commencé à travailler là-dessus. Et donc, il y a eu un chiffrage du coût et une répartition du coût sur chaque intercommunalité en fonction du nombre de déchetteries qu'il y a. Ce n'est pas encore mis en œuvre parce que voilà, il y a encore des études sur le système le plus opportun techniquement à mettre en place, mais voilà un des actes qui avance. Donc, on est là sur un dispositif qui a une implication directe sur la vie des citoyens, même si de fait, ça concerne à la marge le volume de gens qui sont susceptibles d'aller dans la déchetterie d'à côté, parce qu'il y a déjà des petits accords qui existent sur des communes voisines. Donc, on est plutôt de l'ordre du symbolique, mais voilà un acte qui a été considéré comme fort dans les contrats de réciprocité. Vous voyez qu'aussi, on peut être sur du partage d'informations et un état des lieux commun qui n'existe pas forcément. Et donc, par exemple, pour travailler sur la question des ressourceries, on n'avait pas tout à fait une cartographie un peu lisible des acteurs qui travaillent sur le réemploi. Et donc, pour faciliter leur mise en réseau, qui était un des axes, voilà, on a commencé par des éléments diagnostiques. Sur la question du développement économique, 2 exemples de choses qui ont marqué. Le fait que les développeurs économiques de l'ensemble des intercommunalités d'Indre-et-Loire réservent une journée par mois, et l'accord de réserver une journée par mois et de se réunir une journée par mois pour travailler des sujets en commun. Voilà, donc de la préparation à aller en commun sur des salons ou à mettre en commun du foncier ou à échanger sur des opportunités, ce qui, par exemple, débouche sur ce que vous avez en deuxième ligne qui ne va pas vous parler comme ça, mais je vous explique. La métropole de Tours reçoit une demande pour une implantation d'entreprise qu'elle ne peut pas implanter sur son territoire, et donc elle la met en relation et favorise l'implantation sur une zone d'activité qui s'appelle Polaxis, qui est sur une communauté de communes voisine de la métropole. Sur la question de l'énergie, un exemple qui est un peu d'un autre ordre, qui est de la question de la médiation entre acteurs, avec un projet de développement de l'hydrogène en Indre-et-Loire, porté par plusieurs acteurs. Et donc, ce qu'a permis, entre autres, les contrats de réciprocité, ça a été qu'ils se mettent tous autour d'une table, qu'ils s'écoutent, et que finalement, on arrive à une candidature commune et donc à faire converger les énergies dans une même direction, y compris pour postuler à l'appel à projet de l'ADEME sur le sujet. Sur la question des mobilités, on travaille à la fois sur des questions d'observation, donc une enquête ménage-déplacement
commandités par la métropole, mais avec des ressorts dans les territoires. Sur le fait, comme on a eu ce qu'on appelle une étoile ferroviaire en Touraine, le fait de pouvoir réactiver ça comme outil de transport du quotidien pour rejoindre la métropole ou pour sortir de la métropole pour aller dans les territoires. Et donc, c'est le fait de travailler sur ce qu'on appelle le réseau express métropolitain. Voilà, et puis de travailler sur l'interfaçage entre les réseaux interurbains et urbains. On peut aussi, les contrats de réciprocité, alors ça a été annulé, mais c'est reprogrammé là, être un lieu d'échange sur des aspects juridiques, par exemple, et des questions de compétences. Donc, on va avoir un temps d'échange sur la possibilité qu'offerte aux intercommunalités de prendre la compétence autour de la LOM et d'essayer d'avoir une philosophie un peu commune. Et donc, il y a eu une communauté de communes qui a commandité une étude particulière qui viendra la présenter aux autres et on échangera sur ce qui est le plus opportun pour le territoire et les répercussions que ça peut avoir, le positionnement de l'une ou l'autre là-dessus. Le projet alimentaire, c'est quelque chose sur lequel tout le monde a dit OK, c'est intéressant, on y va. Pour le coup, comme c'est porté par ailleurs par la Chambre d'agriculture et le Conseil départemental d'Indre-et-Loire, l'instance d'échange s'est déplacée, mais c'est les mêmes interlocuteurs autour de la Loire, donc c'est plus tout à fait l'agence qui anime directement ça, c'est d'autres acteurs, mais peu importe. L'important, c'est que ça avance. Et donc, voilà, on travaille sur de la mutualisation plutôt et de l'installation d'outils de transformation et de stockage et de savoir quand on a une réflexion départementale, quel est l'endroit le plus optimum pour placer ces éléments. Sur la question touristique, peut-être vous dire que, par exemple, les contrats de réciprocité, c'est une campagne collective et donc de l'argent mis en commun pour faire la promotion commune dans les offices de tourisme, une enquête auprès de ce que chacun met, office et EPCI, dans la promotion extérieure et comment on peut mutualiser certains aspects ou non. Donc ça, c'est des travaux en cours. Et puis, accompagner, par exemple, le développement du label Petite Cité de caractère. Vous dire aussi que, par exemple, vous voyez la dernière ligne ici, pendant le confinement, les acteurs du tourisme, intercommunalité compris, se sont réunis parce qu'ils étaient chacun dans leur coin sollicité pour suspendre la taxe de séjour. Et donc, il y a une position commune et un courrier commun qui est parti à l'ensemble des acteurs qui sollicitaient cette suspension, voire annulation, et pour dire qu'il y aurait un maintien et expliquer le positionnement commun et que tout le monde ait le même positionnement là-dessus. Bon, la stratégie de marque, j'y reviens pas. Vous voyez à quoi peut ressembler une stratégie d'attractivité. Juste, regardons la ligne de budget commun. Il y a plus de 400 000 euros qui sont mis, dont 85% par la métropole. Et après, le reste est partagé entre les intercommunalités au prorata du nombre d'habitants. Donc, tout le monde participe. Voilà, pas forcément la métropole, mais beaucoup plus que ce qu'elle devrait mettre si réellement partagé au nombre d'habitants. Mais voilà, un budget commun, une participation de chacun. Et pour terminer, quelques pistes simplement pour évoquer les formes que prennent un petit peu les choses. Vous voyez, plateforme territoriale de rénovation de l'habitat, mission commune de recherche de financement européen et autres. Et j'aurais pu mettre par exemple le PFL de la métropole. L'idée, c'est que la métropole, elle dit, moi j'ai des outils, on peut étudier le fait qu'ils servent à d'autres. Et donc, ça fait partie de ces outils-là qui sont proposés aux EPCI. Et du coup, il y a des intercommunalités qui disent on s'en sert et OK, on participe financièrement. Et d'autres qui disent non, on a un système sur notre territoire où on est déjà en coopération avec d'autres sur ces sujets-là et on n'a pas d'intérêt à venir. Donc ça fait partie des objets, des contrats de réciprocité. Voilà, les gens du voyage, on est comme sur la politique alimentaire, ils ont dit on a des choses à partager, mais là pour le coup c'est l'association des maires d'Indre-et-Loire qui a un groupe de travail qui fonctionne bien, qui va porter plutôt ça. Et puis l'eau potable, on est à la fois sur le fait que
il y a beaucoup de questions de sécheresse en Touraine avec des gens qui ont des réserves en nappe phréatique ou par d'autres biais et d'autres pas. Et donc, on est sur des questions de dépannage de PCI à EPCI d'une part, et puis d'essayer de stabiliser la question de la gestion de l'eau potable, partant du principe, entre autres, qu'il y a je ne sais pas comment dire, il y a plus de... alors, l'Indre-et-Loire, c'est 11 intercommunalités, 272 communes, et il y a plus de 100 syndicats de gestion des eaux qui ont chacun des fonctionnements différents et qui, bien sûr, ne sont pas calés sur les périmètres institutionnels. Donc, voilà, on a ces sujets-là à ouvrir. Tous ces sujets que vous voyez ici, c'est des choses qui ont émergé des ateliers. Ils ne font pas partie de ce qu'il y a dans les contrats à proprement parler, mais qui vont être ouverts parce que c'est remonté des ateliers. Donc, il y a aussi cette faculté d'ajustement voilà, au fur et à mesure. Je vais m'arrêter là pour ne pas faire trop long. Mais bien sûr, je suis à votre disposition pour des questions. Oui, merci, merci Aurélie. En effet, on a dépassé un petit peu le temps, mais c'est que c'est une expérience quand même riche et complète. Pour pas faire trop... Je vous propose d'avoir un premier temps de questions, mais plutôt des questions de compréhension. On va essayer de ne pas aller trop sur le fond. Voilà, des questions sur le contexte, l'historique, voilà, des éléments que vous n'auriez pas compris rapidement pour pouvoir ensuite écouter Stéphane Louklianov nous parler du Trièves et de Grenoble. Je crois que M. Grivel levait la main, si j'ai bien vu. Je ne levais pas la main, je salue. Ah, pardon. Je salue. Ah, pardon. Non, simplement, je voudrais quand même poser deux questions autour, parce que je ne suis pas sûr d'avoir compris. Sur la question de la gouvernance et sur la question de l'ouverture des ateliers à d'autres composantes que les élus ou les techniciens. Est-ce que sur l'animation, par exemple, est-ce que la cellule d'animation que l'agence porte, est-ce qu'elle associe d'autres acteurs que ceux que vous avez cités, Chambre d'agriculture, par exemple, ou d'autres acteurs de la société dite civile? Alors, pas en tant qu'animateur, en tant que participant, c'est-à-dire que la façon dont les choses se déroulent, c'est qu'il y a des fois des séances, je vais dire à huis clos, mais ce n'est pas du huis clos, c'est-à-dire élus techniciens des intercommunalités, parce que comme on part d'assez loin, ils ont dit on a besoin d'un temps commun déjà pour ensemble se mettre d'accord sur la direction vers laquelle on veut aller. Et puis après, dans la déclinaison opérationnelle, bien sûr, on ne peut pas faire tout seul et il y a des choses qu'on ne voit pas, mais qu'on sache au moins quels sont les enjeux qu'on veut aborder et quel angle on veut prendre. Et après, ça s'ouvre. Sur le tourisme, par exemple, les offices, bien évidemment, font partie du tour de table. Dans la question projet alimentaire, il y a des représentants effectivement de la Chambre d'agriculture, des permaculteurs, etc., qui font partie du tour de table aussi. Et là, pour le coup, c'est plus l'agence qui anime, c'est la Chambre d'agriculture, mais on a des échanges entre nous. Et des fois, c'est des techniciens, par exemple sur le développement économique, c'est des techniciens de la métropole de Tours, d'une part, sur le réseau des développeurs, et d'une autre communauté de communes sur la question des friches qui anime des échanges. Alors, moi, je suis plus ou moins en appui. Voilà, la métropole n'a pas tout à fait besoin d'appui là-dessus, donc elle me tient informée. On échange régulièrement de l'avancée des sujets, mais je ne suis même pas forcément aux réunions parce qu'il n'y a pas d'intérêt à y être, sauf ponctuellement. Alors que sur l'autre sujet, on est là à toutes les réunions et on co-anime parce que la communauté de communes a peut-être un peu moins l'habitude d'animer et besoin d'un peu aussi qu'il y ait des gens qui dégagent du temps pour préparer les choses. Je vois dans le chat qu'il y a quelqu'un qui pose une question sur des fonds qui sont apportés via les contrats de réciprocité. L'argent qui est mobilisé dans le cadre des contrats, il peut prendre différentes formes. D'une part, la métropole, jusqu'à présent, prend sur la subvention qu'elle donne à l'agence d'urbanisme pour que l'agence
anime et coordonne les contrats de réciprocité, d'une part. Il y a des sujets, on l'a évoqué tout à l'heure, où les intercommunalités se mettent d'accord pour mettre de l'argent en commun. La stratégie d'attractivité, ça en fait partie. Et puis, il y a par exemple dans les contrats régionaux des lignes qui sont fléchées sur des sujets des contrats de réciprocité ou directement sur les contrats de réciprocité. Il y a une fiche d'ingénierie territoriale, par exemple, dans un contrat régional qui évoque directement les contrats de réciprocité et qui flèche des financements là-dessus. La région, elle intervient dans le cadre de ces échanges de contrats entre elle et la métropole et elle est présente, bien évidemment, en tant qu'autorité organisatrice des transports dans les travaux sur la mobilité. Et donc, dans les ateliers sur la mobilité, la région est présente et on échange avec elle. Merci. On va s'arrêter là avec les questions, même si ça peut être frustrant, on pourra y revenir ensuite. Je propose à Stéphane de pouvoir présenter l'expérience du contrat de réciprocité entre la métropole de Grenoble et la communauté de communes du Trièves. Stéphane, je te laisse la main. Bien, bonjour à toutes et à tous. Alors, moi, je suis très content d'entendre ce qui s'est fait à Tours, du coup, parce que c'est une démarche un peu différente chez nous. Du coup, c'est vraiment très intéressant. Moi, je vais vous rappeler, bien sûr, le côté historique, enfin, le processus et là où on en est aujourd'hui. D'abord, en préambule, dire que c'est un contrat qui donc concerne vraiment donc, la métropole de Grenoble et la communauté de communes du Trièves, mais aussi le département de l'Isère. Donc, voilà, la structuration est un petit peu, assez différente. À l'origine, en fait, je pense qu'on peut dire, alors moi évidemment je parle pour le Trièves, qu'il y a des coopérations depuis longtemps au niveau de l'aire urbaine grenobloise entre la métropole et ses territoires voisins, beaucoup avec les parcs naturels régionaux, et puis avec des agglos ou des comcom qui la jouxtent. Mais le Trièves, de son côté, lui, n'avait pas vraiment avait des coopérations techniques, on va dire, assez opérationnelles autour des déchets, de la gestion de l'eau, mais il n'y avait pas de vision globale de coopération. Ce que l'on a su assez vite aussi, puis je crois que c'est ce qu'a aussi décelé l'écoute territoriale, c'est qu'il y avait finalement de la part de la métropole une volonté finalement de couvrir l'ensemble des territoires voisins, mais pas au sein d'un contrat de réciprocité associant l'ensemble des territoires, mais plutôt je dirais, en complétant ces coopérations organisées avec certains des territoires, et le Trièves en particulier. Sachant que la métropole avait dans le cadre des contrats État-métropole, déjà eu des coopérations contractualisées avec donc, certains autres territoires, mais pas avec le Trièves. Par ailleurs, dans le Trièves, il y a depuis maintenant au moins 7 ou 8 ans, chaque année, ce qu'on appelle la foire de la transition, qui a eu plusieurs noms au fil des années, mais qui est une dynamique citoyenne, associative, militante, autour de la transition écologique et qui, je dirais, rayonne au-delà du Trièves et qui est portée par des associations, même si la Comcom du Trièves est aussi associée assez régulièrement, mais c'est vraiment une dynamique bénévole et militante à l'origine, et qui chaque année en fait prend un thème en particulier pour organiser des débats, des visites qui ont lieu en général en septembre, et d'ailleurs ce week-end en particulier. Et lors d'une de ces grandes manifestations, c'était en 2017, la thématique était les relations ville-campagne. Et les organisateurs avaient invité non seulement le président de la communauté de communes du Trièves, mais aussi le président de la métropole de Grenoble. Et à cette occasion-là, les deux présidents ont annoncé qu'ils allaient renforcer leur coopération donc ville-campagne à l'avenir. À l'époque, n'avait pas encore cité la thématique, les modalités d'un contrat de réciprocité, mais ça a sans doute cheminé après. Moi, je n'étais pas encore arrivé dans le territoire.
Assez rapidement, je pense dès le mois de décembre 2017, ils ont convenu de mettre en œuvre, d'élaborer un contrat de réciprocité. Donc là, ça s'est fait vraiment entre les cabinets des présidents comme décision. Ben moi, je suis arrivé en janvier 2018 et pour ce qui est du Trièvre, on m'a confié ce travail. Les choses sont un petit peu différentes, vous le verrez, par rapport à Tours Métropole et aux territoires adjacents. Nous, en fait, on a passé beaucoup de temps en fait, dans l'élaboration, mais aussi mais avec des mises en parenthèse dans la préparation. Et je vais vous en parler un petit peu, parce que c'est lié en particulier au contrat de transition écologique qui est venu en fait s'adosser au contrat de réciprocité. Alors en fait, le travail qui a été mené, les étapes en fait d'élaboration du contrat, ce qui je pense qui est déjà un peu marquant par rapport peut-être à d'autres méthodologies de contrat de réciprocité, c'est que en fait le travail a vraiment connu une phase vraiment technique entre techniciens d'abord des deux intercommunalités pendant près de 6 mois. Avec des réunions qui étaient un peu compliquées. Je pense qu'on en parlera après dans les modalités, les freins, les leviers, la coopération, mais qui n'étaient pas si simples en fait, parce que une communauté de communes n'a pas les mêmes moyens humains et financiers bien sûr, n'a pas la même organisation tout simplement qu'une métropole. Et en fait, ça a pris quand même un peu de temps avant, ne serait-ce que de bien organiser des réunions entre techniciens. Mais les premiers 6 mois ont permis d'identifier les principaux champs thématiques et de les valider, de les présenter, de les mettre en débat auprès des élus. Les deux exécutifs se sont réunis ensuite en août donc 2018 dans le Trièvre pour dire bon, est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que cette volonté, est-ce que ce débroussaillage en quelque sorte d'un certain nombre de champs thématiques de coopération, est-ce qu'il y a un potentiel, est-ce qu'il y a un intérêt? Et donc la méthodologie s'est portée avant tout sur les techniciens et ensuite a été validée par les élus, débattue par les élus. À ce moment-là, il a été aussi convenu d'élargir sur d'autres thématiques dans la préparation du contrat. Donc, ça veut dire aussi qu'un des marqueurs de notre méthodologie à nous, c'est que c'est avant tout une démarche qui a été technique. Technique en lien avec les élus, mais pas dans cette phase-là en lien avec les acteurs socioprofessionnels des deux territoires. Voilà, ça aussi, je pense qu'on en reparlera. Néanmoins, il y a donc une volonté politique qui a été affirmée à ce moment-là, en août 2018. Et puis, assez rapidement, on a le département de l'Isère qui s'est intéressé à cette démarche-là et qui a souhaité faire partie des travaux. Il a été en fait associé par le président de la communauté de communes du Trièvre. Et là aussi, évidemment, un contrat de réciprocité, c'est entre urbain et rural, c'est finalement un exercice qui a lieu dans un certain contexte politique et un contexte aussi en termes de structuration territoriale ou de restructuration territoriale. Donc entre notamment les rivalités, puisqu'on peut utiliser le terme parfois, entre une métropole et un département. On voit à l'échelle nationale, il y a des territoires où c'est pas si simple, c'est assez compliqué, la montée en puissance des métropoles et la position des départements. Dans l'Isère, le choix a été fait au niveau du département d'être vraiment partie prenante de ces discussions avec la volonté de dire on va pouvoir, au niveau d'un certain nombre de thématiques qui ont déjà été préidentifiées, finalement, il va y avoir une valeur ajoutée à ce que le département soit associé et complète finalement, mette aussi ses moyens en termes d'ingénierie et de politique publique pour abonder, finalement, étoffer les contenus de coopération. Le contrat, ensuite, au deuxième semestre, le contrat s'est un petit peu donc, approfondi dans plusieurs champs thématiques que j'évoquerai tout à l'heure. Et en janvier 2019, on a appris qu'on était les deux territoires retenus par l'État pour mettre en place un contrat de transition écologique. Donc, on était encore en cours d'élaboration du contrat de réciprocité, avant tout sur un champ donc, technique et élu. Et l'État nous a dit on vous propose, puisque vous êtes dans une coopération ville-campagne et que vous avez déjà avancé sur un certain nombre de thématiques,
on vous propose de porter, donc d'élaborer dans les 4 à 5 prochains mois, un contrat de transition écologique. Finalement, ce n'était pas forcément une évidence, mais les deux territoires se sont dit pourquoi pas, avec des visées un petit peu différentes. Pour ce qui est de la communauté de communes du Trièves, on l'a vu comme une opportunité aussi de trouver des moyens financiers pour mettre en place des actions. Ce n'est pas exactement la même chose pour la métropole, qui, certes, je pense, était relativement intéressée quand même par les moyens qui pouvaient peut-être être trouvés de façon complémentaire, mais c'était surtout, du point de vue de la métropole, l'opportunité aussi de pouvoir faire bouger des lignes en matière d'expérimentation. C'est-à-dire que de dire finalement le CTE pourra peut-être nous permettre dans certains champs de tester des choses qui ne sont pas au niveau réglementaire, qui sont pas tout à fait, qui sont trop contraignantes actuellement par rapport à la stratégie métropolitaine en matière de transition écologique. Donc il y avait quand même des visées un petit peu différentes, mais les deux territoires ont accepté. Mais du coup, ça a complètement focalisé pendant plusieurs mois les travaux des techniciens toujours, pour pouvoir décliner de façon un peu plus précise et préciser les champs de coopération en action et en action planifiée. On a en gros on a repris les champs thématiques qui avaient déjà été approfondis, et puis on les a regardés de façon, on va dire, plus à l'aune de la transition écologique, même si un CTE évidemment n'est pas que sur des enjeux purement environnementaux, puisqu'il couvre aussi des champs qui peuvent être liés au développement économique, par exemple. C'est pour ça que je parlais de parenthèse. C'est à la fois, sous un certain angle, un accélérateur, le CTE, puisque du coup, on avait une contrainte de temps fixée par l'État qui nous a obligés à aller plus vite et à préciser un certain nombre de choses concernant des thématiques qui avaient déjà commencé à être travaillées. Mais avec une méthodologie qui n'a pas grand-chose à voir avec des pratiques de développement local, à mon avis, puisqu'en fait, on était extrêmement contraints et il n'y avait pas vraiment le temps d'imaginer des actions vraiment nouvelles, d'associer les acteurs socio-professionnels dans ces conditions. Voilà, donc ce contrat a été finalisé en termes de préparation en juin-juillet 2019. Et puis, il se trouve que l'État, par contre, a mis 6 mois derrière pour le signer. Donc, il a été signé finalement en janvier 2020. Et voilà, ça a été, je pense, ça, de mon point de vue, un petit peu perturbé en fait la méthodologie qui était mise en œuvre. Et on a surtout, au deuxième semestre de l'année 2019, cherché à finaliser un contrat de réciprocité en faisant en sorte qu'il soit un petit peu le mieux articulé possible avec le CTE lui-même. On en est, je pense, arrivé à un certain niveau. Bon, le contrat de réciprocité a été signé en janvier 2020, mais notre contrat est volontairement, à ce stade-là, n'est pas très planificateur. Il n'y a pas d'engagement non plus de moyens. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur une démarche, une intention politique qui a permis d'identifier un certain nombre de thématiques et d'actions potentielles, mais qui ne dit pas de façon très précise voici le programme d'action sur lequel on s'engage de façon pluriannuelle, voici les moyens, en termes, je pense notamment à ce que disait Aurélie Ravière, en termes de temps d'ingénierie ou en termes de budget. Ça n'a pas été, c'est pas le choix qui a été fait par les élus. Ils ont souhaité que ce contrat soit finalisé, en tout cas dès la fin 2019 et signé dans la foulée. Et ce qui fait qu'en fait, notre contrat, on ne l'a pas appliqué au sens strict pour l'instant, c'est-à-dire qu'on n'a pas mis en place les instances qui ont été prévues, par exemple ce qu'on appelle le conseil de réciprocité, qui est un comité de pilotage en fait, dans lequel bien sûr il y a les présidents et les vice-présidents. Mais on ne peut pas dire aujourd'hui qu'il a été réellement mis en œuvre. Après, il y a eu le Covid et on connaît la situation. Donc en fait, on est dans la phase aujourd'hui où on est dans une phase où on se ressaisit du contrat qui a été signé en janvier et on commence à se dire, voilà, de quelle façon il va falloir mettre en place les instances qui n'ont pas été mises en place et en particulier, de quelle façon on va pouvoir élargir, parce que ça c'était un des objectifs du contrat de réciprocité, c'était de se dire, une fois que les instances seront mises en place, il va falloir créer des groupes de travail, il va falloir en fait étoffer ce contrat
En fait, le contrat lui-même est perçu plutôt comme le début de quelque chose, d'une coopération intensifiée et pluriannuelle, mais avec des thématiques et des types d'actions qui, elles aussi, sont au début de leur identification et de leur planification. Les acteurs locaux ont été informés via des commissions en 2019, des commissions thématiques pour ce qui est du Trièves, auxquelles ils participaient, mais c'était de l'information, soyons clairs. Il n'y a pas eu les moyens, le temps, réellement de les associer, en tout cas, ce n'est pas le choix qui a été fait à ce moment-là, de les associer à la conception du contrat. Donc, c'est devant nous, en fait. Par contre, c'est bel et bien identifié dans le contrat de réciprocité. En matière d'objectifs, ce contrat dit clairement qu'il ne s'agit pas que ce n'est pas une coopération entre deux structures territoriales, ce qui est le cas pour l'instant, mais l'objectif, c'est la coopération entre deux territoires. Et donc, le texte du contrat dit clairement qu'il faudra associer via des groupes de travail, via différents types d'instances peut-être à créer par la suite, associer les acteurs locaux dans leur diversité. Sur cette question, je pense qu'on y reviendra sur la participation en particulier, mais on est aussi sur deux structures assez différentes, deux organisations assez différentes. La métropole, bien sûr, a un conseil de développement, et puis à l'intérieur de la métropole, il y a d'autres échelles, il y a des conseils de développement. Ce n'est pas le cas de la communauté de communes du Trièves, qui fait 10 000 habitants, 27 communes, 16 habitants au kilomètre carré, et qui n'a pas choisi jusqu'à présent, en tout cas, de créer, la loi ne l'y obligeait pas, mais n'a pas choisi pour l'instant de créer un conseil de développement. Donc l'association des acteurs locaux est une question méthodologique qui n'est pas encore vraiment résolue pour l'instant. Les thématiques qui ont été travaillées, c'est la gestion des déchets. Alors, on peut dire qu'il y a différents types de thématiques. Il y a les thématiques sur lesquelles il y avait déjà des coopérations techniques qui existaient. Gestion des déchets, gestion de l'eau. Donc là, l'idée a été, dans un premier temps, de mettre dans le panier commun déjà des coopérations existantes et de les valoriser dans le contrat de réciprocité, en se disant qu'il ne s'agissait pas d'en rester là, mais de toute façon, il fallait quand même faire état des coopérations existantes. Et puis bien sûr, comme au niveau de la Touraine, la question des mobilités, la question du tourisme sont apparus très vite comme étant des enjeux très importants d'une coopération ville-campagne. Les mobilités, parce que bon, non seulement il y a la LOM qui évidemment pose un certain nombre de questions pour des communautés de communes rurales cette année, enfin en 2021, mais aussi parce qu'on a une ligne de train Grenoble-Gap qui passe par le Trièves et qui irrigue le Trièves et qui était menacé, et qui l'est un peu moins maintenant, qui était fortement menacé de disparition il y a encore, l'année dernière, c'était encore le cas. Donc on a une infrastructure de transport qui fait partie du champ du contrat de réciprocité, mais par contre pas du CTE, parce que l'État ne l'avait pas souhaité. Mais en gros, il y a un gros enjeu de mobilité, évidemment dans les relations ville-campagne au niveau des navetteurs notamment, mais pas uniquement, sur l'angle touristique, sur l'angle de l'écotourisme, c'est évidemment un enjeu important aussi, et puis au niveau des services aux populations. Donc on retrouve le tourisme aussi dans le sens de la complémentarité, c'est-à-dire que entre un territoire urbain et un territoire rural, et en Grenoble en particulier au niveau urbain, Grenoble se voit comme la capitale des Alpes, en France en tout cas, mais une capitale qui pendant quelques décennies, alors je ne dirais pas qu'elle a tourné le dos aux Alpes, au territoire alpin qui l'entoure, mais n'a pas été très proactive pour renforcer notamment en matière de mobilité les liens entre la métropole et les massifs montagneux qui l'entourent. Et elle s'est tournée vers d'autres objectifs économiques en particulier, et un certain nombre d'industries, mais elle a fait le constat il y a ces dernières années que c'était vraiment un problème. Et il est clair que ça fait partie de la stratégie de la métropole que de rentrer davantage en relation via des coopérations organisées, notamment sous l'angle touristique, c'est-à-dire que, entre guillemets, pour la métropole, il est très important de dire que l'offre touristique n'est pas celle qu'il y a uniquement au sein du territoire urbain de la métropole, mais bel et bien finalement une offre touristique qui est élargie, et je pense que c'est assez logique, qu'il faut finalement structurer, valoriser avec les territoires voisins. Donc, pour un territoire comme le Trièves, c'est effectivement aussi très important de pouvoir être valorisé par une métropole et pouvoir travailler ensemble vis-à-vis d'un certain nombre de clientèles, notamment étrangères. La complémentarité, par contre, elle est un peu plus compliquée à trouver quand on parle de développement économique. C'est dans notre contrat de réciprocité, mais on est sur vraiment deux échelles très différentes
de territoire. Et quand on parle de stratégie, d'axe prioritaire en matière de stratégie de développement économique, on ne parle pas de la même chose en fait. Quand on est une communauté de communes rurales et une métropole, en tout cas, on pourrait parler de la même chose, mais ce n'est pas une évidence. Les filières stratégiques pour une métropole ne sont pas exactement celles d'une communauté de communes rurale, en tout cas a priori. Et j'aurais tendance à dire, ça je pourrais revenir dessus si vous voulez plus tard, mais que là-dessus, on ne s'est pas forcément trouvé tout de suite, quoi. Et je pense qu'il y a encore un cheminement dans les prochains mois réel à faire sur ce sujet-là. La complémentarité n'est pas une évidence, les intérêts communs non plus, les moyens à mobiliser ne sont pas non plus une évidence. On est plus sur la question du coworking, du télétravail, c'est-à-dire sur des questions qui touchent aussi à la mobilité, aux enjeux de pollution, moins sur la structuration de filières, bien que pour ce qui est du Trièvre, on aimerait bien que ce soit le cas. Les questions liées à, effectivement, comme pour la métropole Tourangelle, la question est, effectivement, c'est aussi la question de la structuration d'autres filières, d'autres enjeux en matière agricole et d'alimentation. On parlait de payalité tout à l'heure, c'est aussi le cas chez nous. C'est vraiment un des enjeux qui est pointé dans notre contrat de réciprocité aussi. Alors là, le contrat de réciprocité a permis en fait de faire revenir le Trièvre dans la boucle. Il y avait déjà une démarche qui existait auparavant, il y a quelques années, enfin qui avait démarré, je crois, il y a 3 ans. Et à l'époque, le Trièvre avait participé aux premières réunions. Puis il s'était dit, mais en fait, c'est une usine à gaz, on ne voit pas très bien ce que ça va être. Enfin, il y avait beaucoup de doutes et d'inquiétudes sur le caractère chronophage de ce type de réflexion. Et évidemment, la société, elle évolue, les besoins de la population évoluent. La campagne municipale, plus récemment aussi, comme ailleurs en France, a bien pointé l'importance de ces questions de circuits courts et d'alimentation et de la nécessité de structurer les organisations entre ville et campagne. Et c'est aussi ce qui est ressorti en fait, dans le contrat de réciprocité, dans les différents échanges qu'on a eus. Et donc, en fait, par le biais du contrat de réciprocité, les élus du Trièvre ont décidé de revenir dans le PAIT et participent aujourd'hui pleinement. Ça fait partie des actions qui sont en cours et qui sont liées au contrat de réciprocité. Alors, on n'a pas complètement, malgré tout, je disais tout à l'heure qu'on n'est pas véritablement à l'échelle du contrat dans quelque chose qui est appliqué, mis en œuvre de façon conjointe dans toutes les thématiques, et ne serait-ce que parce que les instances ne se sont pas encore réunies pour s'installer. Donc, on ne peut pas tout à fait dire que notre contrat de réciprocité est en marche, est en application aujourd'hui, mais néanmoins, selon les thématiques, on n'a pas attendu pour creuser, je dirais, des coopérations en matière d'action concrète. Dans le tourisme, par exemple, bien avant d'avoir signé le contrat, les réunions qui ont eu lieu et les objectifs qui étaient listés dans les fiches du futur contrat avaient pointé, par exemple, la possibilité de faire en sorte que l'office de tourisme de la métropole puisse, par exemple, vendre des forfaits de ski de la station de Grèce-en-Vercors, qui fait partie du Trièvre. C'est-à-dire que de pouvoir faire en sorte que, au sein donc, de l'aire urbaine, on puisse finalement vendre finalement des forfaits de ski directement et pas forcément en se déplaçant à Grèce-en-Vercors pour les urbains en particulier. On a aussi créé, il y a eu un pass, le pass métropolitain, qui existe aussi au niveau d'un certain nombre de sites touristiques de la métropole, qui a été volontairement élargi par la métropole au Trièvre. Donc on a un certain nombre d'acteurs touristiques qui font partie désormais de ce pass, qui sont des acteurs touristiques triévois. Côté mobilité, j'en parlais tout à l'heure, ce contrat nous a est vraiment très intéressant parce que en fait, il a vraiment créé, il a été l'occasion en fait, de se rencontrer, c'est tout bête, mais beaucoup plus souvent, entre techniciens et entre élus sur un certain nombre de thématiques. Et il se trouve que l'aire métropolitaine et le syndicat mixte en fait, des transports étaient déjà en réflexion pour s'élargir en vue de la future LOM, il y a déjà 1 an et demi, 2 ans. Et le Trièvre, en fait, a été invité assez régulièrement, alors qu'on n'a pas la compétence mobilité, dans ces réunions. C'est-à-dire qu'il y a une volonté assez, je dirais, assez en amont, de faire en sorte que finalement le Trièvre puisse peut-être un jour, et peut-être en 2021,
rejoindre ce syndicat mixte qui s'est élargi et qui a changé un peu de statut aussi, parce qu'il y a évidemment un enjeu fort d'améliorer les transports, les mobilités, bien au-delà de la métropole, mais en lien avec la métropole. Côté train, c'est parce qu'on a eu un certain nombre d'échanges entre élus et techniciens, mais pas uniquement. Il y a eu une forte mobilisation citoyenne autour de la sauvegarde de cette ligne, que l'on a pu mettre en place dès qu'on a su que des crédits étaient mobilisés pour réaliser des travaux d'urgence pour sauver cette ligne. Ça, on l'a su en décembre 2019. Comme on avait beaucoup de réunions sur les questions de mobilité, on s'est tout de suite dit, entre le Trièves et la métropole, qu'il était nécessaire de passer à l'étape d'après, et donc de parler de développement de la ligne de train. Et ça a été extrêmement réactif, puisqu'on a décidé, on a mis en place un cahier des charges pour qu'une étude soit mise en place portant sur l'ensemble de la ligne, donc bien au-delà de notre compétence administrative, pour que soit travaillée une stratégie de développement et un programme d'action dans les prochaines années autour du développement de cette ligne et bien sûr des interactions qu'il peut y avoir avec les enjeux de développement des territoires traversés. Et ça, c'est la métropole et le Trièves qui pilotent, qui mènent, qui sont locomotives sur ce sujet, et l'État nous rejoint et les autres territoires sont en train de nous rejoindre là-dessus. Le Trièves, lui aussi, a bénéficié même financièrement de cette proximité et de cette stratégie commune, puisque une deuxième étude va avoir lieu sur les secteurs gares qui sont concernés par cette ligne, mais uniquement sur le territoire de la métropole et sur le Trièves. Et c'est l'Agence d'urbanisme et d'habitat de l'aire grenobloise qui réalise cette étude-là, y compris pour le Trièves, alors que le Trièves n'est pas adhérent à la URG. Donc en fait, les choses se font gratuitement pour le Trièves sous cet angle-là. Donc on est vraiment, alors c'est peut-être prosaïque, mais ça illustre un certain nombre de choses aussi. Il y a des efforts qui sont faits par la métropole et le syndicat mixte aussi des transports et la URG pour faire en sorte qu'on avance vraiment de façon assez volontaire et dynamique sur ces sujets liés aux mobilités. Voilà, j'ai fait un tour assez rapide. Peut-être vous parler alors peut-être du fonctionnement aussi de cette. Ouais, non, je vais m'arrêter là. Je pense que ça sera mieux qu'on aille plus loin dans des questions et réponses et dans du débat ensuite. Merci. Ça marche très bien. Merci beaucoup à toi. Rapidement, quelques questions de compréhension s'il y en a. Dans le chat ou en levant la main. Il y a Julien Perdrija qui a levé la main il y a longtemps, mais je me demande si. Oui, si. C'est pas tant une question de clarification qu'une volonté d'aller sur les enseignements de ces contrats de réciprocité. Donc, je peux passer mon tour si tu veux pour l'instant. Ouais, ça marche. Alors, Aurélie. Oui, juste, alors, c'est pas une question de clarification pour Stéphane, parce que ça m'a semblé assez clair, mais peut-être dans la façon dont tu as comparé ce qui se passe en Touraine et ce qui se passe dans le Trièves, revenir un tout petit peu sur l'élaboration, parce que je ne suis pas sûre d'avoir été du coup suffisamment claire. L'élaboration des contrats, elle s'est faite avec les élus et les techniciens des intercommunalités. Au fur et à mesure, et par des ateliers sur des thèmes ou en collectif. Donc là, il n'y avait pas d'ouverture aux acteurs socio-économiques notamment. Et ça a débouché sur des grandes orientations. Et dans le contrat, c'est des grandes orientations et des principes, parce que tu as l'air de suggérer que le contrat était beaucoup plus charpenté que celui que vous pouvez peut-être avoir. Il n'y a pas d'euros dans le contrat. Il y a des orientations et je pense que à peu près, il doit y avoir que moi qui l'ouvre depuis qu'il a été signé. C'est-à-dire que le contrat formalisé, il a eu l'intérêt de poser les choses à plat et puis de soulever des questions, parce qu'il y a eu des débats sur certains points, on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais au-delà de ça, la question de la mise en action, du financement, etc., ça passe, par exemple, la stratégie d'attractivité, c'est une convention financière ad hoc qui n'est pas dans le contrat de réciprocité à proprement parler, et la déclinaison en action,
elle se fait au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont été signés, on a travaillé à des sortes de fiches actions, si vous voulez, pour ensuite décliner les choses. On ne les a pas intégrés dans les contrats parce que le parti pris qui a été pris du coup en Touraine, ça a été de dire faut qu'on les élus, on dit ça, hein, c'est le parti pris politique, c'est de dire on met un socle d'orientation et puis après les actions précises, on les travaillera chacun un peu à son rythme et à géométrie variable en fonction de si on est à 2, 3, 11 intercommunalités, parce que sinon, on n'avancera pas et on ne signera jamais le contrat. Et qu'ils avaient envie qu'il y ait un acte fort sur des principes et ensuite, ça prend une déclinaison plus ou moins forte. Donc, il n'y a pas de… Donc, il y a les instances de gouvernance, il y a qui fait quoi, etc. Mais pas par thème, hein, c'est des principes. Il y a des orientations, donc des sujets sur lesquels ils souhaitent aller. Et il y a y compris dans les contrats des sujets qui ne sont pas du tout traités aujourd'hui. Et aujourd'hui, des actions, y compris sur lesquelles il y a des financements mis, qui ne sont pas dans les contrats tels qu'ils sont libellés aujourd'hui. Mais je vais dire, ça ne pose de questions à personne. Merci. Jean-Marie Bergère a une question. Et j'allume maintenant mon micro. Bonjour, merci pour les présentations très claires. Vous allez peut-être me contredire, mais le sentiment qu'elles donnent, les deux, c'est de moyens mobilisés très forts pour gérer collectivement des problèmes qui sont communs et sur lesquels on se met d'accord sur des programmes d'action. Il y a quelque chose là qui atteste de réalisations très concrètes. Elles me paraissent plutôt de l'ordre de la gestion commune de différents problèmes. Et je m'interrogeais sur la place que vous faisiez dans ces réflexions et dans ces élaborations de contrats à une réflexion prospective. La transition écologique oblige à se poser à un horizon assez loin. Mais les autres sujets aussi, le tourisme, l'attractivité, les évolutions du travail n'échappent pas à cette nécessité d'une réflexion collective. Or, et pour avoir eu aussi l'expérience de ce genre de choses, à la fois, ça permet de donner du sens aux politiques d'aujourd'hui, de les établir. C'est aussi un moyen d'associer des acteurs de la société civile qui peut-être ne vont pas trouver leur place dans la gestion d'un programme de promotion du tourisme en Touraine en commun, mais qui vont trouver leur place si on essaye de développer aussi un horizon, une vision qui soit commune. Ça, c'est ma question principale. J'ai une question un peu annexe, donc une deuxième question différente. Comment est vécue la relation forcément asymétrique entre la métropole et le milieu rural? Là, il y a des contrats, y compris bilatéraux, tout a l'air de bien se passer. Néanmoins, ces deux acteurs qui contractualisent et qui se mettent d'accord, qui sont au minimum dans une relation asymétrique, voire inégalitaire. Merci. Si Stéphane, tu veux commencer ou tu veux que… Alors, je vais commencer par la question principale, mais essayant de ne pas être trop longue. Je vous le disais, le parti pris a été d'aller en Touraine sur des actions concrètes à cause aussi du contexte. C'est-à-dire que, je vous le disais, le fait intercommunal, il n'est pas hyper installé, y compris un PLUI, à quoi ça sert, ça c'est dans quasi tous les territoires de Touraine. Comment dire, regarder au-delà de son périmètre, qu'on soit la métropole ou qu'on soit une communauté de communes, ce n'est pas non plus hyper installé. Donc, on part d'assez loin et si on imagine que, par exemple, il peut y avoir de la réflexion prospective dans les SCOT, là aussi, on part de loin dans ce qui se passe en Touraine. Et donc, du coup, l'idée sur cette première génération de contrats a été de dire il faut qu'on démontre l'intérêt de parler ensemble. Et on va y aller par des petites actions. Et après, on se parlera d'autres choses. Ça ne veut pas dire que personne n'a d'idée en tête. Mais vous voyez que dans les thèmes que je vous ai évoqués, on ne parle pas d'aménagement du territoire. On ne parle pas d'habitat. On ne se parle pas de stratégie un peu globale, et y compris développement économique. On est sur comment on valorise
nos offres en commun et on fait valoir nos spécificités pour tirer le maximum et que chacun s'y retrouve. On n'est pas sur stratégie d'aménagement global et comment il y a des endroits où on supprime du foncier, d'autres on en remet et qui va sur quelle filière. Il y a des intercommunalités qui ont posé cette question-là. Ça a été relégué pour l'instant. On ne désespère pas que ça vienne par la suite, mais je ne sais pas si ce sera la 2e génération de contrat ou la 3e. Voilà. Donc, pour l'instant, on n'est pas dans cette réflexion prospective parce qu'on est en plus sur un temps court qui était le temps de 3 ans, le temps d'action pris. Et puis, ça n'empêche pas que sur certains sujets, on aille chercher des projections. Si je prends politique alimentaire territoriale, il y a un moment donné, pour dire combien on a besoin de produire, il faut savoir en local, il faut poser une ambition de jusqu'où on veut aller dans l'alimentation locale, dans, par exemple, les services de restauration scolaire, etc. Donc, sur le tourisme, à l'aune du Covid, ils se sont réunis pour les questions de taxes de séjour, mais aussi pour dire, du coup, est-ce qu'on réoriente nos stratégies clientèle? C'est quoi le tourisme demain? Donc, par la petite porte, il y a forcément un petit peu de projection. Quand on est sur les questions énergétiques, quand on est sur la question bois sur notre territoire qui pose question, voilà, il y a aussi un peu de la réflexion prospective dans le sens, le foncier boisé, il sert à quoi? C'est de la forêt où on se promène, on fait de la chasse, on le coupe pour mettre dans de la chaufferie urbaine. Voilà, il y a un peu des conflits d'usage comme ça qui supposent de se projeter un petit peu. Mais les temps d'échange sur ces niveaux stratégiques n'ont pas encore eu lieu puisqu'on est sur l'action plutôt locale. Et vous associez réflexion prospective à société civile. Je ne suis pas sûre d'avoir vu beaucoup de réflexions prospectives en local qui associent la société civile, mais c'est peut-être purement tourangeau. En tout cas, dans les contrats de réciprocité, il y avait déjà une première étape qui était, et qui n'est pas à mon avis tout à fait gagnée, que ça parle à l'ensemble des intercommunalités, que ce soit les élus ou les techniciens, et que ça ruisselle. C'est-à-dire que, y compris de la part de la métropole, pour les accompagner sur leur schéma, par exemple, enseignement supérieur ou habitat ou ce qu'on veut, développement économique, il y a une déconnexion entre ce qui se raconte dans le contrat de réciprocité et la politique métropolitaine. Il peut y avoir, en tout cas, parce que ce n'est pas encore un automatisme de se dire, de toute façon, quel que soit le sujet qu'on aborde, il faut emboîter les échelles et regarder ce qui se passe autour. Et donc, voilà, on a priorisé l'enjeu de ruissellement là-dedans, partant du principe que si déjà c'était approprié par les élus et les techniciens, voilà, on élargirait le cercle après progressivement. Je laisse Stéphane compléter sur ce sujet-là, et puis on reviendra peut-être sur le vécu asymétrique. Oui, en fait, ce que tu dis là, je rejoins pas mal. En fait, c'est effectivement. Alors nous, on a l'exemple du SCOT. On fait partie du SCOT de la grande aire métropolitaine. Et comme beaucoup d'autres territoires ruraux, je pense, parce que c'est un sujet classique, hein, notre territoire s'y reconnaît pas ou comprend pas. Enfin, c'est vraiment pas facile, vous savez. Enfin, vous le savez quoi. Les mesures qui sont prises, les objectifs qu'on met dans les SCOT, notamment liés à l'étalement urbain, etc., c'est toujours compliqué et ça reste compliqué pour un certain nombre de territoires ruraux, par exemple. Donc, même si c'est pertinent, mais voilà. Et puis la représentation. Voilà, un petit territoire rural de 10 000 habitants, voilà, il pèse quoi dans des grandes assemblées? C'est aussi ça, ce qui est vécu, et ce n'est pas le cas uniquement du SCOT, on a un syndicat sur l'électricité, etc. Enfin, ça joue ça dans la relation rural-urbain. Et effectivement, je rejoins assez Aurélie dans le sens que effectivement, le contrat de réciprocité, cette coopération, peut-être que sa valeur ajoutée plus particulière, c'est de prouver par l'action, donc ça demande un peu de temps, la valeur ajoutée de penser ensemble, de se réunir et de travailler et d'avoir des visées communes, quoi. Mais c'est des actions. Et c'est pas forcément les, entre guillemets, je caricature, mais les grands messes
les usines à gaz, enfin vous voyez tout ce répertoire-là, qui est suffisant pour un certain nombre d'acteurs. Ça ne fait pas forcément sens, ça. Ça mobilise pas les gens, ils vont pas se déplacer, y compris les élus locaux. Voilà. Donc je pense que c'est une autre façon d'agir sur des champs thématiques qui sont extrêmement proches, voire identiques, et ce qui n'exclut pas de la prospective. Parce que si on parle par exemple du PAIT, là, il y a, enfin, en tout cas pour ce qui est de chez nous, il y a des acteurs de la société civile organisés, il y a vraiment des associations, des collectifs. On n'est pas que entre techniciens et élus là-dedans, loin de là. Et là, il y a de la prospective. Donc ça dépend quand même des champs thématiques et des modes d'organisation. Mais ce n'est pas le contraire de réciprocité qui a créé le PAIT. Donc ça, c'est fondamental. C'est-à-dire qu'effectivement, il n'est pas issu d'une démarche, il n'a pas été pensé au départ dans le cadre du contrat de réciprocité. Donc je pense que c'est une nuance importante. Et effectivement, là, en tout cas pour nous, une des questions sera de savoir comment la société civile va être véritablement associée dans les différents thématiques et ensuite actions du contrat. On a aussi un autre problème chez nous, c'est que, alors je ne sais pas ce qu'il en est pour la métropole Tourangelle, mais chez nous, en fait, méthodologiquement, il y a eu un problème dès le départ. On n'a pas passé 6 mois ou même 4 à faire un bilan organisé et détaillé en termes de diagnostic, en termes des enjeux. Malheureusement, ça ne s'est pas fait comme ça. Ce qui pose des soucis ensuite derrière pour pouvoir retravailler et réapprofondir des questions un peu plus prospectives. Donc, ça s'est fait quand même d'une certaine manière entre techniciens, mais on n'a pas, je pense sur le plan méthodologique, moi je ne recommande pas de faire la même chose que ce qu'on a fait. Je pense que ça fait partie des enseignements. Il faut vraiment passer du temps quand on veut mettre en place une coopération renforcée dans la durée entre territoires. Il faut passer du temps sur des diagnostics. Après, il faut voir de quelle façon méthodologiquement les choses doivent être faites. Mais je pense que c'est nécessaire pour pouvoir bien travailler ensuite. Rien n'empêche par contre de réinterroger dans les groupes de travail qui seront mis en place la question des enjeux et de l'état des lieux, parce que je pense qu'on est loin d'avoir fait le tour dans les thématiques et dans les fiches qui ont été rédigées jusqu'à présent. Sur la question, alors du coup je vais faire la transition avec Aurélie, sur la question des inégalités, oui, alors ça a des avantages parfois, c'est quand même il y a quand même un certain nombre de difficultés. D'abord, chez nous, comme beaucoup de territoires ruraux par rapport à des territoires urbains, il y a bien sûr la crainte d'être absorbé. Nous, on est contigus à la métropole. Il y a donc une partie du Trièves qui est périphérique et une partie du Trièves qui est plutôt à dominante rurale, en gros. Avec donc des navetteurs qui sont plus dans le nord du Trièves et qui sont plus proches notamment de l'autoroute et donc de la métropole. Et une activité, je dirais, plus rurale, mais aussi plus militante aussi au niveau alternative et écologique, plus en caricaturant, dans l'autre moitié du territoire. Bon, je caricature vraiment, mais bon. Ce qui fait qu'il y a des questions d'identité, évidemment, se posent. Est-ce qu'en coopérant, est-ce qu'on ne perd pas notre identité? Est-ce que ce n'est pas une étape intermédiaire pour être absorbé dans le cadre? Je pense que c'est vraiment très, très important, et ça a été dit à plusieurs reprises de part et d'autre. Et ça, c'était vraiment, je pense que c'est important. Les paroles, les actes sont très importants, mais les paroles aussi, quand elles sont répétées. La métropole a répété à beaucoup de reprises que ce qui comptait, c'était la réciprocité, c'est que ça soit gagnant-gagnant, c'est que la métropole n'avait pas du tout de velléité d'absorber et de s'agrandir. Bon, après, l'histoire jugera, on verra dans les années qui viennent, mais c'est vraiment absolument nécessaire pour que la coopération ne soit pas entachée d'un soupçon de fusion. Et c'est vraiment important, je pense, parce qu'on ne fait pas du tout, à mon avis, les mêmes types d'actions de coopération si on n'est qu'une étape en vue d'une fusion, obligée ou volontaire, parce que obligée, on en a connu par le passé il n'y a pas longtemps, et si la coopération, elle est pour elle-même, quoi. C'est-à-dire que dans ce cas-là, les enjeux, les actions sont vraiment au centre. Et ce n'est pas les mêmes valeurs, ce n'est pas les mêmes méthodologies. Et bien sûr, il y a des inégalités de moyens, de préoccupations, on le retrouve après dans les actions, mais on facilite beaucoup les choses à clarifier ces sujets-là. Bon, ok, merci. Je vais revenir un peu sur la méthodo alors du coup, parce que ça va répondre. Très rapidement du coup Aurélie, vu que le temps file. D'accord. Ok, ça marche.
comment dire, pas forcément dans l'ordre dans lequel vous avez posé vos questions, mais la méthode d'élaboration des contrats, elle se veut, bien sûr, il y a de la crainte et de la méfiance, il y a eu au départ, et donc il y a une phase d'observation, des communautés de communes vis-à-vis de la métropole, mais pas dans l'idée de se dire on va être absorbé, puisque territorialement, j'entends, parce que de fait, le président de la métropole, il y a des gens qui tapent à sa porte et il est très clair là-dessus pour dire la métropole de Tours, c'est pas très grand, c'est 22 communes sur 272 dans le département. Il n'y aura pas d'élargissement du périmètre, en tout cas, voilà, pas à court ou moyen terme. C'est pas une visée. Travaillons ensemble pour que les services aux habitants soient mieux. Donc, ce sujet-là, il évoque pas, mais c'est de se dire, la méfiance, elle est sur est-ce que notre parole va compter autant? Est-ce qu'on pourra vraiment aborder les sujets qu'on veut? Et est-ce qu'il y aura réellement réciprocité? Voilà, donc dans la méthode d'élaboration, le vice-président de la métropole en charge des contrats de réciprocité a rencontré chaque président d'intercommunalité dans son EPCI, donc s'est déplacé dans des territoires où il n'avait jamais mis les pieds, pour aller écouter les besoins, est-ce que chacun attendait des contrats et les craintes qu'ils avaient là-dessus. Et du coup, nous, on a travaillé à partir de ça sur les sujets, et puis après, sur la façon d'animer les ateliers, etc. Donc, c'est une des façons de faire. Enfin, en tout cas, je pense que ça a été plutôt bien vécu, cette tournée, on va dire, des intercommunalités. Et puis après, c'est dans la traduction en actes. De fait, la métropole, elle a aidé à installer une entreprise sur un territoire qui n'est pas le sien. Elle a mis des sous pour le tourisme, alors quand bien même que ce n'est pas sur son territoire, et ainsi de suite. Elle met à disposition l'agence d'urbanisme, que chacun utilise un petit peu, parce que le plan de charge est quand même occupé. Mais voilà, donc il y a des actes qui permettent de lutter un petit peu contre cette méfiance. Par contre, il y a aussi des actes qui desservent. Et pour le coup, je trouve que le manque d'implication de la métropole, je ne sais pas si c'est le cas dans le Trièves, dessert un petit peu, en tout cas sur certains sujets. C'est-à-dire qu'il y a des moments où les techniciens de la métropole, notamment, ne voient pas bien pourquoi ils iraient travailler avec ceux des communautés de communes. Parce que ce n'est pas leur sujet. Déjà, au-delà du périmètre institutionnel, on ne sait pas bien ce qu'il y a, puis on ne voit pas tout à fait l'intérêt. Et donc, il y a aussi de la pédagogie à faire d'un point de vue technique. Et il y a des fois des attitudes techniques, rien que la métropole n'est pas présente à toutes les réunions. Parce qu'il y en a qu'elle estime qu'elle a des choses plus importantes à faire. Et ça pêche. Voilà. Mais tout ça est un équilibre, mais dans les actes concrets, je pense que ça aide à rogner cette méfiance, et le bilatéral et le fait que les thématiques, elles ne sont pas toutes portées par la métropole. Il y a des chefs de file thématiques et c'est à chaque fois une intercommunalité différente. Ça contribue au fait que chacun a une place. Et quand on est à la conférence des présidents, là, il n'y a pas de technicien, si ce n'est mon directeur ou moi, pour rendre compte de ce qu'ont fait les ateliers. Il y a 11 présidents de PCI ou un vice-président à la place du président pour se faire remplacer. Et tout le monde s'exprime et dit ce qu'il a à dire, et ça se passe bien. Et chacun se sent libre d'exprimer ce qu'il peut faire. Donc ça, je pense que ça marche assez bien. La condescendance, elle vient… Enfin, c'est plutôt dans la condescendance et dans l'attitude de certaines personnes, alors qui se résorbent petit à petit, qu'il y a des fois des maladresses, et du coup, ça engage un peu la relation, mais je ne trouve pas tout à fait dans la méthode de travail, par contre. Merci. Alors, vu que le temps avance très vite, je vais demander à Julien de poser sa question, et puis après, on aura un temps d'échange à partir d'une petite consigne pour orienter les choses. Julien, c'est à toi. Merci Valérian, merci de vos présentations, puis merci à l'UNADEL d'organiser
ce temps d'échange là. C'est très intéressant de vous voir dialoguer tous les deux sur vos expériences respectives et voir les enseignements que vous en tirez. Et du coup, on joue nous ce rôle un peu de tiers intermédiaire en posant nos questions et en discutant vos expériences. Enfin, voilà, c'est très enrichissant à ce niveau-là. Je voulais vous remercier les uns les autres pour ce temps d'échange. Moi, j'ai une question concernant justement cette question de la réciprocité et comment arriver finalement à l'appréhender. En gros, d'abord, première question, est-ce que vous êtes d'accord avec l'affirmation suivante qui serait de dire que les contrats de réciprocité permettent de reconnaître, de valoriser et éventuellement d'amplifier les coopérations existantes, mais pas nécessairement de les faire naître comme ça spontanément. Enfin, c'est un peu ce que je retiens finalement de vos interventions. Et du coup, je voudrais savoir comment vous vous situez par rapport à ça. Et si c'est ça, est-ce que pour arriver à travailler cette réciprocité, il n'y a pas aussi besoin d'avoir un cap politique orienté par la collectivité supra, c'est-à-dire la métropole, clairement affirmé. C'est-à-dire de dire, voilà, sans parler de prospective, mais ça revient un peu à ça, pour aller dans le sens de notre développement, il faut faire, par exemple, du territoire à énergie positive, donc 100% ENR. Et donc, je sais en tant que métropole que je n'y arriverai pas seul. Et donc, j'ai besoin d'avoir les territoires infra qui se mobilisent en vue de cet objectif. Et donc, est-ce que ça, ce n'est pas une première condition sine qua non de la capacité à rentrer réellement en réciprocité et donc en coopération? Et est-ce que la deuxième condition, si ce cap politique fort et affirmé n'existe pas, est-ce que ce n'est pas la capacité des intercos ou des communautés de communes à se mettre d'accord entre elles, à dégager une voie collective pour ensuite rentrer en dialogue avec la métropole? C'est-à-dire de ne pas rester dans un schéma où il y a un tronc commun, un peu comme c'était présenté à Tours, et puis du bilatéral à chaque fois, et du coup ça fait des silos à chaque fois. Est-ce qu'il n'y a pas une façon finalement d'organiser du transversal, de la coopération transverse entre communautés de communes pour ensuite dialoguer avec la métropole? Et donc ça renvoie à la question des moyens, parce que c'est très difficile, il faut lever le nez du guidon, faut se déplacer, il faut se réorganiser. Et tout ça renvoie finalement à la question de la posture sur laquelle Aurélie atterrissait là, à la fin, en disant finalement quel est le sens de mon travail, en quoi en tant qu'agent de la métropole je me mets au service d'une coopération des territoires infra qui vont peut-être me relayer, me renvoyer des interpellations et finalement me faire bosser, m'interpeller. Voilà. Et donc, voilà. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette affirmation et les deux conditions là, qui semblent se dégager, en tout cas de ce que je retiens de vos interventions? Merci. Merci de vos questions, pour le coup. Voilà. Moi, je n'aime pas trop les réponses binaires et tranchées, donc je vais dire oui, mais à votre première question. Il n'y avait pas beaucoup d'échanges en Touraine. C'était rien, les coopérations. Il y avait ponctuellement entre la métropole et un tel, un échange d'un truc, entre un autre sujet sur autre chose, mais c'était très, très faible. Donc, ça a été un socle de base, mais les contrats, ils ont plutôt été construits sur la question des interdépendances territoriales. Donc, on a… Alors, je reviens un peu sur ce que disait Stéphane tout à l'heure. Je ne partage pas le fait qu'il faille un diagnostic hyper précis d'emblée avant d'aller sur les orientations. Enfin, je ne suis pas sûre que ce soit une méthode à systématiser. De fait, nous, on ne l'a pas pris comme ça. On a mis en lumière ce que les territoires avaient à jouer entre eux. Les habitants, où est-ce qu'ils travaillent, où est-ce qu'ils vont consommer. Voilà, notamment sur la question des mobilités, qu'est-ce qu'on a à dire. Sur la question des migrations résidentielles, qu'est-ce qu'on a à dire. Et donc, de voir qu'on fonctionne dans un espace qui n'est pas le périmètre institutionnel. Et on est parti de ça. Plus que des coopérations existantes qui étaient minimes. Mais bien sûr, la première étape, ça a été de valoriser ce qui se faisait déjà. Mais je pense que ce n'est pas que ça, les contrats de réciprocité. Je n'ai pas l'impression, à en avoir lu quelques-uns sur d'autres territoires, que ce soit ça ailleurs. Sur la question des conditions, je pense qu'il faut un cap politique. Enfin, c'est ma conviction personnelle. Je ne suis pas sûre qu'il faille opposer métropole et reste des intercommunalités. C'est-à-dire que je pense qu'on aurait perdu un peu des choses si c'était la métropole qui disait mon cap
politique, c'est ça, et j'ai besoin des autres pour le mettre en œuvre. Je trouverais plus intéressant qu'on construise collectivement un cap politique, et puis après, on le décline et on voit comment chacun peut apporter sa pierre à l'édifice. Finalement, ce qu'on fait quand on fait un SCOT, mais à une échelle différente, là pour le coup, puisque les contrats de réciprocité se jouent à l'échelle départementale en Touraine. Ce que vous évoquiez sur les EPCI se mettent d'accord ensemble pour dialoguer avec la métropole. Ça s'est fait chez nous, dans la phase d'élaboration, au tout début de la phase d'élaboration. C'était une balance à la méfiance. C'est-à-dire, bon, ben, mettons-nous d'accord. Donc, avant les réunions avec la métropole, il y avait une micro-réunion, ils se rencontraient à 10 COP, et puis après, ils voyaient la métropole. Et puis, ça s'est arrêté. Ils en ont fait 2, et puis ça a été terminé, parce qu'ils se sont rendus compte que finalement, il n'y avait pas d'intérêt, puisqu'ils pouvaient s'exprimer sans que la métropole impose. Donc, j'aurais plutôt tendance à plaider le fait qu'on essaye de jouer collectif et de mettre chacun sur un pied d'égalité pour construire le territoire de demain, plutôt que soit une partie, soit l'autre impose son cap politique. Parce qu'une fois que les convictions politiques fortes sont installées, c'est plus difficile de dialoguer plutôt que de le co-construire ensemble, me semble-t-il, enfin en tout cas par l'expérience, mais je partage le fait qu'effectivement il faille un horizon politique. Sur la question des moyens, juste préciser quelque chose. Oui, les petites communautés de communes n'ont pas beaucoup de temps agent à mettre. De fait, la métropole de Tours, qui est passée de communauté d'agglomération à métropole, sans embaucher des masses, parce que pas de moyens financiers spécifiques, enfin accord de Cahors entre-temps, et donc voilà, maintien du budget de fonctionnement, se fait un peu déborder aussi rien que pour l'exercice de ses propres compétences qu'elle a récupérées, et donc a de fait aussi pas forcément beaucoup de temps à consacrer à la question interterritoriale. Donc la question de comment dire, consacrer du temps, elle se pose qu'on soit pour le coup en local, qu'on soit à la métropole ou qu'on soit dans les communautés de communes. Voilà, je pense que le temps, il faut qu'il soit du coup efficace, que le système il soit assez efficace pour qu'il n'y ait pas trop de temps de passer par les uns et par les autres, et que l'enjeu, il est que ça ruisselle, quoi. Je vais m'arrêter là pour ne pas être trop longue. On peut en rediscuter. Rapidement, de mon côté, déjà, on est sur deux démarches en fait très différentes dans l'objectif. C'est-à-dire que nous, c'est du bilatéral. Alors, c'est du tripartite avec le département, donc c'est pas anodin, mais c'est pas, il n'y a pas, en tout cas, voilà, il n'y a pas d'ambition via le contrat de réciprocité d'en faire vraiment l'instrument, je dirais, de structuration de façon plus globale chez nous de la coopération de la métropole avec son hinterland, quoi. Ça se passe pas principalement par le contrat de réciprocité. Alors peut-être que ça pourrait déboucher demain, peut-être par quelque chose qui ressemblerait un peu plus à ce qui se fait du côté de Tours, mais en tout cas chez nous, c'est pas ça en fait, hein. Alors c'est peut-être qu'on c'est intéressant à imaginer, mais ça reste, on est essentiellement sur du bilatéral, sachant qu'en plus le département est quand même un peu plus observateur. Enfin, comment dire, il est là, mais c'est pas lui qui est locomotive dans notre coopération. Il a l'avantage d'être. Excusez-moi, je t'ai pas permis de te couper parce que je trouve que la place du département du coup pose question. En tout cas, moi, je serais intéressée pour voir dans d'autres territoires comment ça se passe, puisque le département, là, tu dis, il est observateur, mais il fait partie du tour de table. Nous, ça a été longtemps en discussion, mais il a refusé de signer les contrats de réciprocité parce qu'à un moment donné, quand la métropole de Tours signe un contrat de réciprocité avec chacune des communautés de communes d'Indre-et-Loire, le département se demande un petit peu si c'est pas lui voler sa place, pour le dire un peu brutalement. Et donc, on n'a pas réussi à trouver d'accord avec eux pour qu'ils participent. Alors, ils sont de fait intégrés, l'agence départementale du tourisme participe aux ateliers tourisme et ainsi de suite, quoi. Ça n'empêche pas que les techniciens de participer techniquement à certains points, quoi. Mais pour le coup, le département, chez nous, est absent parce que se sent menacé. Oui. Oui. Nous, sur la question du département, je ne suis pas sûr que le Trièves aurait signé un contrat de réciprocité avec la métropole si le département s'y était opposé. On est dans un département qui, par rapport à d'autres, a des moyens, par rapport à d'autres départements.
et donc a une intervention, notamment en milieu rural, qui est forte. Nous, on a une antenne en fait, du département dans notre territoire. Et il y a des financements qui sont importants vis-à-vis des communes et des projets de l'intercommunalité. Et puis sur un plan politique, je vous passe les détails, mais ce n'est pas du tout négligeable chez nous, cette relation. Donc, je pense même que c'était plutôt une condition, en fait, et c'est pour ça que le département est venu, c'est l'invitation du président de la Comcom du Trièves. Et si la métropole de Grenoble, enfin grenobloise, avait voulu faire le même type de démarche que la métropole tourangelle, je ne suis pas du tout sûr que le Trièves aurait suivi, parce qu'il y a cette relation au département. Donc, c'est pas du tout anodin, ça c'est certain. Mais c'est pas du tout le même objectif pour le coup. En tout cas, on n'est pas dans cette. Là, nous, on vit le contrat de réciprocité comme une intensification des relations ville-campagne entre. Donc, il faut que ça se transforme entre deux territoires et pas simplement entre 2 ou 3 collectivités. Et ça doit permettre d'avoir des bonnes pratiques et des seuils en termes de type d'action et d'enjeux où on puisse peut-être effectivement se structurer en termes de filières. Donc, il y a la question de l'agriculture et de l'alimentation avec les circuits courts. Il y a la question du tourisme, mais il y a des questions qui toucheront peut-être demain au bois énergie et à la forêt, sachant que nous, on n'a pas que ces coopérations-là. Dans le tourisme, on travaille beaucoup avec le parc du Vercors, vraiment beaucoup. On est dans une même et unique destination touristique. Et sur la filière bois et la forêt, on est en coopération assez intense avec la communauté de communes de la Matésine et la communauté de communes de Loisan. Donc, 2 autres Comcom du Sud Isère. Donc, c'est sans la métropole. Donc, il y a, voilà, c'est aussi ça se place aussi dans ce contexte-là. Un territoire ne coopère forcément avec un seul territoire et nous, on coopère avec plein d'autres. Par contre, la coopération interterritoriale, elle est à la fois chronophage, probablement, enfin c'est même sûr, mais elle permet aussi des moyens supplémentaires et en tout cas au minimum une visibilité supplémentaire, ce qui est le cas pour nous. Et le CTE finalement a été tout de suite une première valeur ajoutée de cette coopération. On est devenu visible au niveau national, même si le contrat de réciprocité n'était pas signé, et même si finalement le CTE apporte des moyens très relatifs, mais qui peuvent évoluer avec le temps, donc ça c'est intéressant. Merci. Alors, vu que le temps continue à filer, c'est normal. Je vais prendre encore une ou deux questions en essayant d'orienter les choses sur les freins qu'on peut rencontrer dans la mise en place de ces coopérations. Voilà, donc s'il y a quelques questions qui viennent de l'Assemblée, on les prendra, mais voilà, on n'aura pas beaucoup de temps pour en prendre trop, sachant qu'il y a toujours le chat qui est disponible. Et je rappelle aussi, alors on ne l'a pas présenté en début de séance, mais je crois qu'il y a une question dans le chat sur les relations interpersonnelles. Quid des relations interpersonnelles entre les acteurs et du rôle qu'elles peuvent avoir. Est-ce que ça fait partie justement des leviers? Enfin, est-ce que ces relations interpersonnelles, elles sont précieuses? Est-ce qu'elles ont évolué pour vous dans le cadre là des contrats de réciprocité qui ont été mis en place? Enfin, comment est-ce que ça se joue en fait à ce niveau-là, au-delà de l'aspect vraiment technique des choses peut-être? Elles sont bien sûr importantes et elles peuvent être un frein ou un levier selon le sens dans lequel elles évoluent. J'ai plutôt l'impression qu'en Touraine, elles jouent plutôt favorablement à 2 niveaux, c'est-à-dire qu'il y a une communauté, alors c'était avant les élections municipales, donc là on a un petit enjeu devant nous, mais du coup il y avait une petite communauté d'élus, les 11 présidents d'intercommunalité se voyaient régulièrement, déjeuner ensemble, etc. Donc il y a une petite communauté qui se fédérait là et c'était utile pour eux après d'échanger en direct, même en bilatéral, sur un sujet ou sur l'autre. Donc ça, je pense que ça jouait favorablement, alors qu'avant, ce n'était pas forcément
ils n'avaient pas forcément l'idée de le faire, et puis ils n'étaient pas forcément les uns les autres hyper accessibles pour leurs collègues. Voilà. Autre relation interpersonnelle qui a joué favorablement, l'agence d'urbanisme, de par ses missions, et en interface avec énormément de monde, que ce soit des élus, des techniciens ou des acteurs de la société civile. Et de fait, on a parfois pris notre téléphone pour dire à un tel quand même, ce serait bien que tu sois à la réunion, ne prends pas une posture de principe, viens écouter, ou voilà, etc. Et ça a permis de débloquer un petit peu les choses sur quelques… Alors, pas toujours, mais des fois, ça a permis de débloquer un peu les choses. Et puis maintenant, effectivement, on va dire la communauté des 150 personnes là, qui se réunissent régulièrement pour les contrats de réciprocité, alors par petits groupes de 10-15, il y a un enjeu, ils se connaissent mieux au sein de leur petit groupe. Donc là aussi, le développeur éco de tel Comcom appelle plus facilement celui de tel autre parce qu'il a vu qu'ils avaient les mêmes enjeux sur tel truc, ou il a vu qu'ils avaient avancé sur tel ou tel sujet. Donc, comment dire, il y a un peu du dépannage entre eux assez facilement. Le sujet, c'est un peu de sortir des silos, on évoquait ça tout à l'heure, c'est-à-dire que voilà, il y a le groupe qui travaille sur les mobilités, celui qui travaille sur l'énergie, etc. Et qu'on aimerait bien aussi développer la vision un peu transverse au sein des thématiques pour justement aller progressivement vers, pas un projet de territoire, mais vers une vision un peu systémique des choses qui s'emboîtent les unes dans les autres. Et là, on a un coup à jouer qu'on ne voit pas encore tout à fait comment jouer. Rapidement, oui, bien sûr, le contrat de réciprocité, ça permet tout simplement d'intensifier les espaces, les moments de dialogue, et donc une meilleure connaissance. Hein. Donc c'est vraiment logiquement, ça a des effets au moins entre les techniciens et entre certains élus. Alors, encore une fois, chez nous, il n'y a pas eu vraiment de rencontre entre acteurs, donc on ne peut pas encore en parler ici. Après, c'est assez… ça m'a un peu surpris, mais il se trouve que parfois, on peut être nous-mêmes, dans le cadre de la coopération, comment dire, un acteur intermédiaire d'un dialogue, d'un facilitateur du dialogue en interne au sein de la métropole. C'est-à-dire qu'on passe par le TRIEF pour faire remonter des sujets qui ont du mal à remonter parce qu'une métropole est plus pyramidale qu'une communauté de communes, quoi. Et ça s'est fait à beaucoup de reprises. Voilà. Mais il y a des aspects très pratico-pratiques dans la coopération. Voilà. En tout cas, pour nous, on est évidemment… on a une relation à nos élus qui est beaucoup plus directe que, en tout cas, ce qu'on observe dans la métropole de Grenoble. Il y a beaucoup plus de services, beaucoup plus donc aussi de précarés, hein, de champs d'action, etc. C'est beaucoup plus structuré. Et donc, ça veut dire qu'il y a une inertie aussi qui est plus importante au sein de la métropole qu'au niveau du TRIEF pour des raisons purement structurelles et fonctionnelles. Et donc, du coup, pour avancer, parfois, certains agents ou même des chefs de service passaient directement par le TRIEF pour pouvoir avoir accès au cabinet du président de la métropole. Et c'est peut-être des dysfonctionnements, mais le fait est que ça s'est fait à plusieurs reprises, et c'était la manière de faire avancer les choses. Parce qu'autrement, ça prenait beaucoup trop de temps de passer par les différents chefs de service à différents niveaux, quoi. Bon, c'est un peu pratico-pratique, quoi. Voilà. Mais encore une fois, moi je l'ai souligné tout à l'heure, l'interconnaissance, finalement une forme de confiance, hein, qui se tisse au fur et à mesure, ça peut créer, notamment nous sur le train, vraiment une dynamique très intéressante et rapide. C'était vraiment, pour moi, c'est une vraie réussite de ce point de vue-là, on verra dans le temps. Mais là, il y a vraiment eu un effet déclencheur qui a dépassé finalement la question du CTE et du contrat de réciprocité d'une certaine manière, parce que c'est vraiment des très gros enjeux qui vont avoir des conséquences au-delà de nos territoires. Et puis, je pense que la question culturelle, il ne faut pas la négliger, c'est-à-dire le côté temps de convivialité, comment on fonctionne les uns et les autres, comment on connaît nos territoires respectifs. Donc ça passe par des éductours, par des visites. Enfin, il y a beaucoup de choses à faire devant nous. On n'a pas eu beaucoup de temps au final, même si ça a pris 2 ans, mais avec une certaine inertie à certains moments. Et si on veut vraiment avoir une coopération un petit peu de qualité, non seulement il faut l'élargir au niveau des acteurs, réellement, pour que ce soit 2 territoires qui coopèrent, mais il faut aussi qu'on multiplie les actions qui ne sont pas uniquement des temps de réunion. Il faut qu'on soit un petit peu imaginatif, comme dans plein d'autres domaines finalement. Hein. Mais c'est vraiment important parce que la question de l'interconnaissance,
Et de la confiance, elle se joue même, bien sûr, entre techniciens, ce n'est pas qu'une question d'élus. Et ça se construit dans la durée. Oui, alors il y a par exemple les acteurs du développement économique qui font en fin de journée, ça doit être un 18-20 de temps en temps, ils vont visiter une entreprise dans les différents territoires de la Touraine. Voilà, c'est un moment pour discuter d'autres choses, mais et puis de sortir un peu de chez son précaré aussi, quoi. Merci. Il est 11h54. On ne va plus prendre de questions. Je vais remercier tout le monde pour votre participation et proposer à Claude de conclure. Oui, en m'excusant parce que je pense que je ne vais pas conclure parce que je crois qu'il y a vraiment un échange qui montre qu'on pourrait donner beaucoup de prolongement à cette réflexion. Moi, je voudrais simplement déjà remercier Aurélie et Stéphane pour leur témoignage et leur recension un peu de leur expérience, mais aussi pour quelque part les encourager, les féliciter à totalement occuper la place qu'ils ont dans le dispositif parce que de fait, s'il n'y a pas de gens comme vous pour faciliter un peu cette mise en relation entre les différents acteurs de vos territoires d'abord, mais aussi des territoires qui peuvent être concernés par un projet de type interterritorial, réciprocité, quelle que soit l'appellation, évidemment, ça ne peut pas vraiment fonctionner, même si il peut y avoir une vision politique partagée et un cap fixé par quelques élus. On sent qu'il y a quand même toujours un peu ce rapport, comme dans tous les projets de territoire ou de développement, une bonne alchimie entre des personnes. Il y a d'abord un facteur humain qui joue, en tout cas pour l'avoir vu notamment entre Grenoble et le Trièves, s'il n'y avait pas eu une relation humaine entre les présidents concernés, je pense qu'on n'aurait pas trop pu avancer sur la réciprocité. Donc il y a des choses qui fonctionnent à ce niveau-là, mais il faut aussi des gens, des petites mains qui, dans le quotidien, tissent les liens. Et je pense que le premier mérite de ces nouveaux contrats de réciprocité ou des contrats à venir, je pense que c'est de la contractualisation en général, c'est de permettre à des gens qui n'auraient peut-être pas pu sortir de leur périmètre habituel de travail, de croiser d'autres personnes qui ont d'autres spécificités dans leur environnement, et je pense que ça enrichit tout le monde. Moi, pour l'avoir entendu, je crois que l'ensemble des acteurs se rendent compte que ça peut apporter beaucoup de choses. Donc, je crois que j'en retire quelques éléments quand même. Le besoin de valoriser ce cap politique, de valoriser une politique commune, mais ça passe par une pédagogie au quotidien, la pédagogie auprès des techniciens certainement, mais peut-être aussi auprès des acteurs de la société civile. Moi, je sens bien que là, il y a des pistes à travailler. Ça existe ici ou là, c'est pas toujours simple. C'est clair aussi qu'il y a la problématique du ruissellement. Aurélie, on a parlé plusieurs fois. Je pense que c'est un terme qui passe vraiment pas bien dans les territoires, dans les territoires qui sont périphériques des métropoles, cette théorie du ruissellement, parce que en fait, le ruissellement, il va tout à fait dans le sens inverse. C'est que l'eau, généralement, elle vient des bassins versants vers les métropoles, et c'est pas l'inverse. Donc, ça, c'est la réalité naturelle qu'il faut reprendre. Il faut remettre ça au centre du village. Et clairement, je pense qu'il faut accepter l'idée qu'on peut s'enrichir effectivement. Enfin, quand j'entends la métropole de Grenoble dire « nous, on n'aurait jamais pu avoir une autre vision du tourisme s'il n'y avait pas eu le massif à côté ». Et ils sont bien en avance sur les problématiques de transition, etc., sur ces questions-là. Bon, ça nous enrichit. Donc voilà, je pense que c'est cette inversion un peu du regard qui peut permettre d'évoluer. Il me semble aussi qu'il y a quelque part une utilité du regard extérieur. Je pense que Stéphane a évoqué le fait d'aller se déplacer, voir ce qui se passe ailleurs. Je crois que on sent bien qu'à travers l'échange de ce matin, ce lien Tours-Grenoble, ça peut déboucher sur des choses. On l'a vu aussi, Julien s'est exprimé tout à l'heure avec Los Angeles sur les questions de transition. C'est clair que les échanges entre territoires, ça permet aussi de se donner la possibilité d'ouvrir un peu son horizon et de donner des perspectives. La question de la participation citoyenne, elle reste complètement
à travailler. Moi, je trouve que c'est intéressant de montrer qu'il y a beaucoup d'acteurs autour des thématiques travaillées, mais c'est clair qu'on a sans doute encore des marges de progression importantes dans ce domaine et à articuler la réflexion des élus, des techniciens avec celle des citoyens. Je pense que c'est pas étonnant que ce soit quand même des fêtes militantes qui provoquent aussi des évolutions dans les territoires. Je pense que s'il n'y avait pas cela, ça manquerait quand même un petit peu de stimulation et je pense que c'est indispensable. Enfin, je voudrais aussi redire combien il me semble important au-delà du rôle de médiation que vous avez pu jouer, Stéphane et Aurélie, je pense qu'il y a aussi ce besoin de se dire que quelque part, si on veut une vision commune et donc un projet commun, il faut quand même réinvestir la notion de projet. Utiliser peut-être, on ne l'a pas trop entendu dans vos exemples, mais utiliser peut-être aussi les ressources que sont les centres de recherche, les centres universitaires, les lieux de formation, etc., qui ont un rôle sans doute plus important à investir dans les territoires eux-mêmes, dans le territoire où ils sont implantés, et ils jouent sans doute déjà un rôle, et puis peut-être aussi donner la possibilité de vraiment travailler sur une vision à long terme, comme le disait Jean-Marie Bergère, avec vraisemblablement aussi la possibilité de se dire qu'il faut trouver des compromis entre les différentes échelles de territoire pour pouvoir avancer. Et dans ces compromis entre les différentes échelles de territoire, il y a le principe de contractualisation, l'outil de la contractualisation, qui pose quand même le problème de qui contractualise avec qui et pour faire quoi. Et c'est vrai que dans vos exemples, on a assez peu parlé de l'échelon régional, j'en arrive à le souligner dans le chat. On a assez peu parlé, enfin, où on parle parfois de l'État important qui impulse, du rôle du préfet ou du sous-préfet. Mais on sent bien qu'il y a encore une maturité collaborative, coopérative, qui n'est pas encore là complètement dans tous les territoires, et que les échéances électorales, comme les échéances contractuelles de renouvellement de contrats de plan État-région, etc., ce devraient être des supports possibles pour aller plus loin dans l'interterritorialité. Bon, je termine enfin sur quelques annonces, vous remerciant tous de votre participation et de votre engagement dans la réflexion collective. Je crois que c'est toujours intéressant de vous entendre. On a peut-être avec la possibilité aussi de réfléchir à ce que nous, UNADEL et Réseau du développement local, les autres acteurs peuvent jouer par rapport à tout ça, comment on articule avec le travail des écoutes, comment ça peut servir le tiers regard sur ce qui se passe ou pas. Ouais, je pense que là-dessus, on a encore un bout de chemin à faire ensemble. Donc, je vous indique simplement qu'on a 3 prochains jeudis qui sont fixés. Le 15 octobre, sur le thème de la résilience des territoires, le 12 novembre sur la question de l'ingénierie, dont on a dit dans notre séminaire UNADEL il y a 2-3 jours qu'il fallait qu'on arrive à faire évoluer le vocabulaire pour qu'il soit beaucoup plus accessible au commun des mortels et que parler d'ingénierie systémique dans les territoires en transition, c'est quand même un langage un peu ésotérique pour la plupart de nos concitoyens. Donc, il faudra peut-être qu'on arrive à être au plus proche des gens pour les associer davantage et pour qu'ils soient davantage, qu'ils se sentent acteurs. Et puis, le dernier jeudi du développement local programmé pour l'année 2020, c'est le 10 décembre, avec un thème qui reste à définir. Donc, n'hésitez pas aussi à faire des suggestions. Vous pouvez toujours le faire en remontant par le biais des sites de l'UNADEL, mais aussi des différents réseaux associés que vous retrouvez sur les adresses mail. Voilà, je vois qu'il y a encore des choses dans le chat que je n'ai pas réussi à lire. Merci à ceux qui nous remercient. Voilà. En tout cas, je vous remercie tous de votre participation. C'est clair qu'on l'a pas précisé, enfin peut-être que Valérian l'a fait au tout début de la séance. On enregistre normalement le chat, enfin on enregistre les vidéos. Et on va essayer de capitaliser tout ça grâce aussi aux notes que Rémi a prises pendant le jeudi ce matin. Donc, n'hésitez pas aussi à nous faire des contributions. C'est cela, un réseau. Je vous remercie tous. Bon appétit et à très bientôt. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci.